tristeza é senhora. Desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. À noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora. Tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa incomoda quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer. O samba ainda não chegou. Não, o samba não vai morrer. Vejo o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor. O grande poder transformador. A tristeza é senhora. Desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. À noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora. Tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à la MC2, bienvenue à la Maison de la Culture de Grenoble pour cette présentation de saison. Merci d'être aussi nombreuses, aussi nombreux. Et c'est déjà l'occasion de vous remercier de votre fidélité, de votre présence à la MC2, puisque nous terminons cette saison avec le plaisir de vous avoir revus en salle, puisque nous avons retrouvé nos chiffres de fréquentation d'avant la pandémie. Et donc on se réjouit évidemment de ce nouveau souffle. On va faire toute cette présentation de saison avec deux comédiens qui acceptent de se prêter au jeu de faire de la musique pour nous. Il s'agit de Gabriel F. et de Marco Michelangelo. Ils étaient en création. C'est deux des trois interprètes du dernier jour de Mademoiselle B qu'on vient de créer à Saint-Baudic de la Tour dans le Nord-Isère. Et comme cette présentation de saison et toute cette programmation est aussi placée sous le signe des Jeux Olympiques, je vais vous expliquer pourquoi. Et bien c'est un petit clin d'œil aussi à Rio, qui est évidemment une des anciennes villes olympiques. Les Jeux Olympiques, oui, parce que nous sommes olympiades culturelles et que depuis le début de la saison, nous menons un travail avec plus de 500 jeunes qui n'ont pas de pratique artistique institutionnalisée, et donc en théâtre, en danse, en musique. C'est tout un travail qu'on développe pour 2 ans, pendant 2 saisons, pour tout ça pour atterrir en juin 2024, où on fera une MC2 en fait qui sera dédiée aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont 7 valeurs, 5 olympiques et 2 paralympiques, et je ne résiste pas au fait de les partager avec vous. Il s'agit de l'amitié, du respect, de l'excellence, de la détermination, de l'égalité, de l'inspiration et du courage. Du courage, c'est le nom du projet que nous menons avec ces 500 jeunes et dont on aura l'occasion de reparler tout au long de la saison. Alors maintenant, évidemment, on va se lancer dans cet exercice de vous présenter les 80 spectacles de la saison en moins de 2 heures avec une bonne dizaine d'invités. Et pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, j'appelle Isabelle Martin-Leclerc, notre secrétaire générale directrice des projets, et Emmanuel Quinchet, le directeur de la programmation musicale. Bonsoir. 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 Alors, on va ouvrir la saison avec de la danse et avec une sorte d'événement, puisque c'est un spectacle qui s'est répété dans nos murs il y a 1 an. Donc peut-être qu'à la MC2, en fait, l'année dernière, vous aviez vu un bout de répétition, puisqu'il y avait eu une répétition publique avec le Ballet National de Marseille, qui est dirigé par la Horde. La Horde, c'est un trio de jeunes chorégraphes inventifs, étonnants. Et là, Age of Content va être notre ouverture en avant-première de la Biennale de la danse de Lyon, dont nous sommes partenaires. C'est-à-dire que ça jouera chez nous avant la Biennale, la semaine qui suit.
Age of Content, donc si on traduit évidemment, c'est l'âge du contenu. Le contenu numérique, c'est le corps virtuel, le corps réel. Donc ça commence avec une grande bagarre qui s'inspire des cascades des films d'action. Et petit à petit, à partir de cette bagarre, cette chorégraphie va explorer le rapport au corps et le rapport au groupe. C'est aussi une pièce à grand effectif, ils sont 18 danseurs au plateau, avec des corps qui vont se chercher, se bagarrer, se confronter, s'affronter, se défier, se fuir aussi, s'étreindre et probablement aussi s'aimer. La scénographie dont vous voyez les photos de la maquette est très imposante, très opératique. Nous l'avons construite, hein, les ateliers de décor de la MC2 servent aussi à ça. Donc on sera très heureux et très fiers d'ouvrir notre saison avec ce spectacle qui est déjà très attendu. Premier concert du dimanche, cher Emmanuel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, vous connaissez les concerts du dimanche, qui sont des concerts qu'on a mis en place depuis l'arrivée d'Arnaud Meunier, qui sont des concerts qui ont lieu tous les premiers dimanches de chaque mois à 11h. Et ça coûte 7 €. L'idée, c'est de partager avec vous tous les horizons de la musique et de découvrir vraiment toutes les esthétiques de la musique d'aujourd'hui. Donc, pour le premier concert du dimanche, on aura une thématique autour de Bowie. Alors, la semaine dernière, il semblerait que certains ont compris que Bowie serait présent. Malheureusement, il ne sera pas présent, mais on aura un ensemble musical extraordinaire qui s'appelle Miroirs étendus, qui incarnera David Bowie et le fera dialoguer avec un autre compositeur très important du XXe siècle qui s'appelle John Cage, dont la musique est plus méconnue mais tout aussi importante. On ouvre avec une grande création danse, 18 interprètes. On va aussi ouvrir avec une grande création théâtre, où là aussi, ils seront 18 sur scène. Il s'agit de l'artiste multi-moliérisé Olivier Martin-Salvant, qui a remporté tous les prix avec Les Gros patinent bien. Gros patinent bien, on l'aura, on peut déjà vous donner ce petit secret-là, la saison qui suit, pour Noël 2024. Donc on est déjà sur les rangs. Mais en attendant, on a voulu accompagner une création un peu hors norme, puisqu'il s'agit de revisiter le Moyen-Âge à travers un univers joyeux et coloré, puisqu'il y a aussi les plasticiens Cléda et Petit Pierre qui fabriquent les costumes et les décors. Alors Olivier n'a pas pu être là parce qu'il est en répétition, mais il nous dit quelques mots sur le spectacle. La pièce est écrite par Valérian Guillaume, qui est un jeune auteur très talentueux, qui écrit cette épopée contemporaine qui traite du sujet du Moyen-Âge. Donc nous serons 18 au plateau, dont 7 artistes handicapés avec qui je travaille en ce moment même, de très très grands interprètes qui ont un rapport à l'imaginaire et à la joie et à l'invention qui est assez époustouflante. Donc j'ai constitué un groupe autour d'eux et ça y est, nous avons ce petit village qui arrive avec son propre château. Anarita Teodoro, la chorégraphe qui travaille, elle, en général sur des danses traditionnelles inventées au Portugal. Et là, elle essaye d'inventer une danse de cette communauté. On invente un monde avec l'objet contemporain qui questionne le Moyen-Âge. Cléda Petit-Pierre, qui sont des plasticiens, un couple de plasticiens. Donc Yvan a conçu ce château, que vous verrez. Et Corinne travaille sur les costumes très colorés. Ça va être assez époustouflant de découvrir notre Moyen-Âge coloré qu'on croit marronasse et triste. Donc c'est un peu pour dévoiler ce Moyen-Âge qu'on ne connaissait pas, la question de l'humanisme, le merveilleux, l'imaginaire. Et Miguel Henry travaillera sur les chansons et Vivien Trelka travaillera lui sur une bande-son spatialisation en travaillant sur des bruits, sur des sonorités du Moyen-Âge et aussi sur une invention contemporaine. De cette communauté qui vit sur une année, la dernière partie, la fin d'année, il y a l'esprit du merveilleux qui arrive avec du Jérôme Bosch, avec des créatures, avec tout un travail du costume qui va être assez spectaculaire. Et il y aura des petites farces qui seront enchâssées dans le spectacle. Et donc on aura, comme dans Le Songe d'une nuit d'été, les ouvriers, des acteurs qui jouent eux-mêmes un petit spectacle. Donc, comme vous l'avez compris, le spectacle est répété et créé à la MC2. L'occasion de vous redire ce que c'est qu'une création. Quand on parle de création, ça veut dire qu'on s'est engagé auprès des artistes avant même que le spectacle existe. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous verrez qu'on a des extraits vidéo, puis de temps en temps, on a juste un visuel, une photo, et c'est tout, parce que le spectacle n'a même pas été créé. Alors vous nous direz, quelle drôle d'idée de vous proposer des spectacles alors qu'on n'a même pas pu vérifier qu'ils sont déjà super et intéressants. Mais c'est au cœur de notre mission de scène nationale, de vous faire découvrir l'émergence, la création, et donc de prendre d'une certaine manière un risque avec vous. Alors ce sont des risques qui sont quand même relativement maîtrisés parce qu'en général on connaît bien les artistes, on a suivi les parcours auparavant, mais c'était l'occasion aussi de vous redire ce qu'est une création.
Olivier a mentionné Catalyse, qui est donc ce groupe d'actrices et d'acteurs professionnels qui sont porteurs d'un handicap. C'est vous dire aussi que ça sera un fil rouge de notre saison prochaine, puisque quand on parle de Jeux olympiques, on parle aussi de Jeux paralympiques. Et vous verrez qu'on a voulu profiter de notre Olympiade culturelle pour progresser collectivement autour du sujet du handicap, que ce soit dans l'accès pour les publics, mais aussi dans la visibilisation d'artistes qui sont professionnels et qui sont parfois porteurs de handicap. Alors, on a un pays qui est au cœur de notre programmation. Je crois que vous l'avez entendu au début de cette présentation de saison, c'est le Brésil. Et donc, on ne peut pas travailler le Brésil, inviter les artistes brésiliens sans faire appel à la chorégraphe la plus connue de toutes les chorégraphes brésiliennes. Absolument, il s'agit de Lia Rodriguez. Lia Rodriguez, en quelques mots, c'est une artiste extrêmement engagée. Elle n'a pas hésité en temps et en heure à dénoncer un pouvoir illégitime dans son pays. Et puis, elle s'est installée au cœur d'une favela, 130 000 habitants, pour installer sa compagnie et créer du lien social avec cette population défavorisée. Avec Encantado, elle a voulu enchanter, réenchanter le monde, puisqu'on peut traduire Encantado par ce terme-là, et ça désigne aussi des esprits assez magiques. Et sur le plateau, on retrouve cette féerie avec toutes les peaux du monde qui viennent reconstituer un tapis volant pour ces 11 interprètes. L'artiste peut-être le plus connu de tous les artistes brésiliens, il a même été ministre de la Culture. Donc on est très heureux et très fiers, Emmanuel, d'avoir réussi à faire venir Gilberto Gil. Oui, on aura donc aussi le Brésil en musique avec Gilberto Gil, qui est une icône au Brésil. C'est un peu le Pelé de la musique. C'est une musique à la croisée de la samba, de la bossa nova, du jazz. C'est évidemment très dansant puisque c'est le Brésil. Et on s'est un peu battu pour l'avoir, donc on est content de vous le proposer. C'est aussi une figure très engagée et vous verrez qu'il y a plusieurs artistes, notamment en musique aussi, qui sont engagés cette saison. Il a été ministre de la Culture du gouvernement de Lula au début des années 2000. Alors une nouvelle compagnie grenobloise, une compagnie de théâtre qui devient compagnie associée à partir de la saison qui arrive. J'appelle l'autrice Adèle Gasquel et la metteuse en scène franco-britannique Catherine Hargreaves à venir nous parler de 2 spectacles. La dernière séance et Back to Reality. Alors, n'hésitez pas à les encourager parce qu'en général ils ont peur. Vous savez. Oui, voilà, merci beaucoup. Merci pour elle. Alors, on commence par parler par la dernière séance. La dernière séance, c'est un spectacle que vous avez fabriqué pendant le premier confinement où on était tous enfermés et où, par ailleurs, vous cherchiez à avoir un enfant par PMA et vous avez croisé ces 2 thématiques. Tout à fait. Bonsoir, on est ravis d'être avec vous ce soir pour vous parler de ces spectacles. La dernière séance, c'est un spectacle qui est vraiment écrit comme une sorte de labyrinthe. C'est un spectacle où on court après le spectacle et on le cherche et on le retrouve. Et au milieu de ce labyrinthe, il y a tout un tas de surprises. Alors ces surprises, on n'a pas forcément envie de toutes vous les révéler maintenant, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en effet, c'est un spectacle sur la création en général. Et alors, ça part de la création en tant qu'artiste, pourquoi est-ce qu'on fait un spectacle, à quoi ça sert, jusqu'à la question de la création d'un enfant. Pourquoi faire un enfant aujourd'hui dans ce monde? Et puis la question de comment aussi faire un enfant quand on est 2 femmes. Voilà. Et on peut dire par exemple, sans dévoiler trop de surprises, que les 2 personnages principaux s'appellent Adèle et Catherine, à moins qu'on se rende compte que ce ne soit pas Adèle et Catherine, que ça se passe sur une scène de théâtre, à moins que ça se passe dans un appartement, à moins qu'aussi, en fait, on retourne dans un théâtre. Et voilà, c'est l'idée du labyrinthe qui n'arrête pas, mais je ne vais pas vous en dire plus. Alors moi, ma punchline, c'est « Elles envoient valser le vieux monde à coups de massue ». Je crois que ça se voit dans le décor. Voilà. Alors ensuite, elles reviennent pour une création. Cette fois-ci, j'ai dit que Catherine, tu étais franco-britannique. Donc au moment du Brexit, bien évidemment, ça interroge. On te sont peut-être écartelés entre tes 2 pays. Et par ailleurs, tu avais envie de parler de ta sœur qu'on voit sur cette photo. Et comme j'ai parlé d'un des fils rouges de la saison prochaine autour effectivement de la question du handicap, Back to Reality, c'est un spectacle que tu vas répéter, créer ici, dont tu nous dis aussi quelques mots. Oui, Back to Reality, c'est l'histoire d'une quête qui commence avec le décès de ma grande sœur. Donc vous voyez, ma grande sœur qui était porteuse de trisomie, et toutes les questions que ça a engendré, et tout d'un coup aussi le regard sur le handicap, où le handicap faisait partie de ma réalité, je ne me posais pas tant de questions que ça. Et avec l'accueil des personnes en situation de handicap vieillissantes et leur fin de vie, je me suis rendu compte de pas mal de choses, et ça m'a lancé sur cette quête qui m'a emmenée jusqu'en Angleterre, où je me suis interrogée sur des questions qui ont à voir avec l'identité, des questions qui ont à voir avec l'appartenance, à quelle communauté, à quel pays, à quel quartier, à quelle sororie on appartient.
Et déjà pas mal. dire, très important, que j'ai rencontré un acteur anglais porteur de trisomie en Angleterre, qui est une star là-bas, à qui j'ai demandé de faire partie de ce spectacle où il y a des musiques, des chansons et des danses, et il a accepté de venir nous rejoindre. Alors on se réjouit de vous avoir avec nous et de vous ouvrir nos portes. Et à très vite, Adèle et Catherine. Alors, Emmanuel, premier grand spectacle baroque de la saison avec un chef-d'œuvre de Monteverdi. Oui, alors en musique, à la MC2, on va des musiques d'aujourd'hui jusqu'aux musiques les plus anciennes. Et donc, évidemment, vous, comme chaque année, vous aurez plusieurs rendez-vous baroques dans la saison. Celui-là, c'est le premier. Et on commence avec un opéra. Donc, c'est vraiment toute la richesse et les couleurs de l'œuvre de Monteverdi que vous pourrez découvrir. C'est son dernier opéra. Donc, c'est évidemment l'un de ses grands chefs-d'œuvre. Il sera interprété par un ensemble qui s'appelle Le Banquet Céleste, qui est un ensemble vraiment remarquable et surtout une distribution exceptionnelle avec beaucoup de jeunes chanteurs qui sont les étoiles montantes de l'opéra. Et je vous invite vraiment à découvrir cet opéra en version concert, parce que les opéras en version concert, c'est là où on retrouve toutes les émotions de la musique. C'est long, mais c'est aussi là où il y a la plus grande richesse musicale. Une compagnie qui est installée juste à côté de chez nous, puisqu'elle est implantée aux Adrets, donc en Beldon. Je vais inviter Émilie Hufnagel à nous parler du Turac Théâtre, de la prochaine création. Ma mère, c'est pas un ange, mais j'ai pas trouvé mieux. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Vous dire en quelques mots qu'on fait du théâtre d'objets. Ça veut dire qu'au début de toute création, on ramasse, on collecte, on entasse, on recycle, on réutilise. Et avec tous ces objets du quotidien, tous ces objets usés, avec eux, on invente un univers plastique. Et à partir de cet univers plastique, fait aussi de masques, de marionnettes, on va commencer à inventer la fable. L'histoire d'une femme, seule, le titre, « Ma mère, c'est pas un ange, mais j'ai pas trouvé mieux », qui habiterait dans une maison de verre, comme un kiosque à musique vitrée. Et elle nous raconte sa solitude. Au vu de ses voisins et du public, ses voisins, guitare, basse, batterie, au pied de cet habitat, qui tentent de l'aider à peut-être faire rentrer un peu l'air et se débrouiller un peu de cette solitude. Alors, comme le disait Arnaud, c'est toujours étrange de vous parler d'un spectacle qui n'existe pas encore, puisqu'il sera créé en octobre à la MC2. On aura la chance de travailler ici avant de vous présenter le spectacle. Et peut-être vous dire juste les inspirations. Ma fascination pour les grandes figures féminines, et un texte qu'on a eu plaisir à avoir avec nous pendant la création, qui sont les lettres que Calamity Jane aurait écrites à sa fille. Et du coup, ça nous a mis aussi sur le chemin de raconter la filiation, la maternité, et aussi une histoire un peu personnelle, parce que quand même, toujours, ça vient un peu de l'intime, tout ça. Pendant le confinement, des rats sont entrés dans mon poulailler. D'abord quelques-uns, et puis franchement beaucoup, c'est devenu la folie. Et pendant que je me posais toutes les questions territoriales de est-ce qu'ils étaient quand même pas un peu là avant moi, eux, ils avaient le temps de se reproduire. Et à un moment donné, ça a été eux ou moi. Je ne suis pas hyper fière, mais j'ai pris une carabine, et ça a été moi. Et dans cette espèce de sentiment bizarre, un peu entre dégoût et fierté, j'avoue, l'espace d'un instant, je me suis prise pour Calamity Jane. Merci Émilie. On est ravis de retrouver le Turac Théâtre. Vous êtes évidemment des habitués de la MC2. Ah, voilà. Si vous avez jamais vu le travail du Turac, alors vraiment, je vous incite à venir absolument découvrir le travail. Elle fait un très beau duo avec son compère Michel Lobu, qu'on embrasse. Et cette fois, c'est la création d'Émilie. Il est notre plus grand médaillé olympique de toute l'histoire de l'olympisme français. Voilà, donc ça a déjà fuité dans la presse. Vous savez qu'on va avoir la joie, le plaisir, l'honneur d'accompagner Martin Fourcade dans une sorte de projet un peu dingue puisqu'il veut monter sur scène. Et il nous fait le plaisir et la surprise d'être là tout de suite ce soir. Donc Martin, tu peux me rejoindre. Bonsoir. Alors évidemment, la question qu'on te pose, c'est qu'est-ce qui t'a passé par la tête de vouloir monter sur scène et de faire l'acteur ? Alors c'est un projet qui est, je dois vous raconter la genèse. J'ai eu la chance de... En 2 minutes. En 2 minutes. De raconter ma première victoire. Donc de remporter ma dernière victoire à Kontiolahti en tu prends Finlande. un tour de pénalité en fait. C'était en avril 2020. Et c'était pendant le Covid. Et du coup, j'ai pratiqué mes dernières courses à huis clos après 10 ans de carrière remplie d'émotions, remplie de partage.
Et il m'a manqué ce qu'on appelle en sport de haut niveau un jubilé. Il m'a manqué ce besoin de dire au revoir, ce contact humain. Et j'ai envie, avec ce projet, de vous surprendre, de me raconter, de vous émouvoir, de vous faire rire, de vous faire partager les émotions d'une carrière de sportif de haut niveau, de vous faire découvrir mon sport pour ceux qui ne le connaissent pas, de vous faire mieux découvrir pour ceux qui le connaissent déjà. Donc c'est un projet qui est à la fois très personnel, un peu fou, parce que je suis bien loin de mes pistes de ski et de mon pas de tir, mais c'est avec un grand plaisir que je me lance dans cette aventure avec le soutien de la MC2. Tu répètes entièrement le spectacle ici, tu commences dans peu de temps, dans 10 jours tu commences les répétitions, donc là on est en train d'affiner le texte, puisque donc il va y avoir un texte que tu es en train d'apprendre, et ça aussi c'est une chose nouvelle pour toi. Ouais, c'est une chose nouvelle, mais j'ai appris que c'était deux univers qui étaient à la fois très différents et très proches. Très différents parce que c'est des sensibilités différentes, parce que c'est un univers que je ne connais pas beaucoup, et à la fois très proche parce que c'est une préparation, c'est une date à réussir. C'est voilà, de l'ambition, du travail, et ça, je crois que de par mon ancienne vie, je connais un petit peu. Alors, tu voulais faire 15 dates et pas plus, donc il y a une tournée où il y a 15 représentations, donc c'est 15 représentations un peu exceptionnelles. Tu as un fétichisme sur le chiffre 15 ? Non, c'était que j'avais envie de garder un peu de temps pour faire du ski l'hiver prochain. Et comme c'est un projet qui sera joué intégralement en hiver pour coller avec la saisonnalité, j'avais vraiment ce souhait aussi de pouvoir conserver du temps et de pouvoir, voilà, comme je le disais, avoir ce contact humain. Et pour ça, ça devait être sur scène et pas en digital. Et ça devait être avec vous à Grenoble, parce que j'ai habité ici pendant si longtemps, donc je ne me voyais pas ne pas commencer ici à Grenoble. Bon, on est très heureux, très fiers de t'avoir avec nous. Merci d'être prêté le jeu. Voilà, il est venu exprès pour parler 2 minutes. Je crois qu'on peut vraiment le remercier. Merci Martin. Et apprends ton texte, les répétitions commencent bientôt. Une batteuse, jazzeuse, étonnante, incroyable, Anne Passeo, que nous invitons à la MC2. Absolument, Anne Passeo, c'est cette artiste qui, derrière ses fûts, a rencontré à peu près tous les continents, puisqu'elle est allée dans 45 pays, elle en est à son 6e album, elle a été plusieurs fois victoire de la musique, et effectivement, elle aime le jazz, c'est son univers, c'est sa patrie, et c'est avec 2 musiciens qu'elle va venir poser ses notes sur ces images de ce que l'on peut considérer peut-être comme le premier documentaire. Donc on continue à être dans ce grand blanc après Martin Fourcade, et on va directement vers Nanook l'Esquimau, qui est ce petit personnage, ce petit garçon de la famille Esquimau qui est bien courageux. Ce sera pendant Vive les vacances. C'est ça, Vive les vacances, qui est évidemment ce moment où on propose des spectacles à l'échelle de la métropole pendant les vacances scolaires, et là, ça sera les vacances de Toussaint. En novembre, eh bien, nous avons un événement international qui est le concours de piano Messiaen. Emmanuel. Effectivement, le concours Messiaen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours qui alterne l'orgue et le piano. L'orgue est à Lyon depuis plusieurs années et le piano est désormais à Grenoble. On est très heureux de ce partenariat avec l'agence AIDA, c'est Art, Isère, Dauphiné, Alpes, qu'on initie cette année. Et c'est vraiment l'occasion de découvrir les futures stars de demain. C'est gratuit, ça dure 3 jours. Vous pouvez venir le 2, le 3 et le 4 novembre. Le 4, c'est la finale et il y a un prix du public. Donc vous pourrez aussi voter aux côtés du jury qui lui aussi remettra son prix. Et on va profiter du jury pour faire un concert du dimanche. Absolument. Donc le concert du dimanche du mois de novembre sera consacré au piano. C'est un concert de piano à 4 mains d'une œuvre de Stravinsky que évidemment vous connaissez, c'est le Sacre du printemps. Mais vous ne savez peut-être pas que Stravinsky a écrit lui-même une adaptation pour piano à 4 mains, qui est l'une des partitions les plus difficiles pour piano à 4 mains. Et ce sera interprété par Marie-Joseph Jude et Jean-François Esser, qui sont membres du jury et qui donc nous feront le plaisir de donner ce concert du dimanche. On salue Bruno Messina, le directeur artistique de l'AIDA, qui ne pouvait pas venir ce soir. Évidemment, on pense à lui. Donc le piano, ça sera aussi l'instrument roi, on va dire, de toute la saison prochaine. Alors, vous savez, dans notre programmation, on essaye à la fois de retrouver des artistes que vous connaissez bien. On a vu le Chirac du théâtre tout à l'heure avec Émilie Hufnagel. On essaye aussi de vous faire découvrir de nouveaux talents. Le Monstrum Théâtre, c'est une sorte de phénomène, puisque ça fait maintenant presque 10 ans qu'il joue à guichet fermé dans tous les festivals off d'Avignon, puis ça a fini par quand même se faire remarquer par les professionnels, et donc maintenant il joue dans les plus grandes scènes. C'est inclassable d'une certaine manière, c'est très haut en couleur, et surtout ils remplissent de manière étonnante toutes les salles
de jeunes et notamment d'étudiants, tous ceux derrière qui on court et que souvent on n'arrive pas forcément facilement à faire venir. Alors là, ils revisitent, c'est leur tube, hein, c'est le spectacle qui a joué à guichet fermé dans plein de théâtres. Ils revisitent 2 pièces de copie, L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer et Les jumelles, les 4 jumelles, elles sont même. Alors plutôt que de parler longuement, je vous propose de voir un extrait pour découvrir l'univers. Regardez-la bien en face! Votre élève de piano la plus douée! Ne bouge pas. Une petite cantate sur le doigt, obsédante et maladroite, je prends quelques sachets d'héroïne. Prenons plusieurs, allons-nous-en! Moi aussi, j'ai été opéré à Casablanca, Madame Simpson. J'ai un sexe d'homme. Vous aurez compris que ce n'est pas spécialement un spectacle jeune public, on est plutôt dans un univers queer, mais je peux vous garantir que c'est une compagnie qui va marquer son passage à Grenoble et qu'on aura plaisir à retrouver par la suite. Par contre, évidemment, on a une programmation enfance et jeunesse, comme vous le savez. On va reprendre une de nos productions, puisque la MC2 produit elle-même des spectacles, ça veut dire qu'elle organise les tournées. Et il s'agit d'Helenka qui raconte l'histoire de cette jeune américaine, Helen Keller, qui, à la suite d'une maladie, devient aveugle, sourde et muette. Et elle va se battre contre son handicap grâce à l'aide d'une gouvernante. Et avec cette gouvernante, elles vont réussir à trouver une manière de communiquer. Et cette manière de communiquer, ça deviendra plus tard la langue des signes. C'est évidemment une histoire d'émancipation, c'est une histoire de lutte contre l'impossible, entre 2 femmes aussi, grâce à 2 femmes. À partir de 8 ans, bien sûr, Helen Keller qui ensuite finira même par rentrer à l'université. C'est très fort, c'est très émouvant. Si vous n'avez pas encore vu ce spectacle, n'hésitez pas à venir en famille voir Helenka. Notre première invitation cirque, et cette fois nous partons au Québec. Oui, nous partons vers Machine de cirque. C'est à la fois le titre du spectacle et le nom de la compagnie. Ils sont 6, ils sont issus d'une très très grande école de cirque, effectivement, du Québec. Et ils sont avec une drôle de machine à essayer de remonter le temps et trouver d'autres rescapés. Voilà, ils sont évidemment très très agiles, comme vous pouvez le voir, que ce soit dans le jonglage, y compris avec les serviettes de bain, que ce soit des quilles, que ce soit avec la batterie. Voilà, donc toute une panoplie de leur savoir-faire qui sera déployée au fil de ce spectacle qui ne manque pas et d'humour et de poésie. Un orchestre indépendant, il n'y en a pas tant que ça, hein, des orchestres indépendants, Emmanuel, donc on est heureux aussi d'avoir le Cercle de l'Harmonie. Pour la première soirée symphonique de la saison, effectivement, on accueille le Cercle de l'Harmonie, qui est un orchestre qui a la particularité de jouer sur instruments d'époque. Donc, ils jouent les pièces qu'ils interprètent avec les instruments de l'époque de la création. Et là, ils viennent avec un programme autour de Mendelssohn, de Beethoven, mais surtout de Brahms, dont vous pourrez écouter le double concerto. Alors, le double concerto, c'est un peu particulier. C'est un concerto avec 2 solistes. Et les 2 solistes seront Marc et Emmanuel Coppet, qui sont un père et un fils. Et donc, évidemment, il y a une grande complicité, mais aussi beaucoup d'émotions de les voir jouer ensemble. Et ce sera un moment à la fois assez chambriste et symphonique, donc pour ce premier concert en grand format dans la saison. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste associé ? Un artiste associé, c'est un artiste ou un groupe d'artistes à qui on dit « cette maison est la vôtre ». Donc vous pouvez venir répéter, rêver, expérimenter, même très longtemps à l'avance, avant que le spectacle ne se crée ou ne se joue. Parmi nos artistes associés, nous avons un quatuor à cordes, c'est le quatuor Bella. Vous commencez maintenant à bien les connaître puisqu'ils sont là toutes les saisons. Et là, ils vont s'attaquer à un auteur-compositeur hongrois qui s'appelle György Kurtag, et je vais appeler Luc, ah bah voilà, mais il est déjà là, en fait, pour nous parler de cette création. Bonsoir Luc. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Luc, on a quelques images de répétition qui vont tourner derrière nous, comme ça on entend un tout petit peu Kurtag, parce que quand vous aviez fait votre concert en itinérance, vous finissiez avec le bis, vous faisiez un peu de Kurtag, et je me suis dit, mais c'est très beau en fait Kurtag. Tout à fait. Alors Kurtag, c'est l'héritier de Béla Bartók. Nous appelons le quatuor Béla en hommage à ce grand compositeur hongrois du XXe siècle. Et Béla Bartók a fait des émules, il y a eu Ligeti et ce György Kurtag qui fêtera ses 100 ans dans 2 ans. Donc c'est un homme bien vivant qui continue à composer de la musique, une musique très particulière, une musique qui est une voix tout à fait singulière dans l'art de la composition au XXe siècle.
Ce qu'on voit sur les images, c'est que vous avez voulu pas faire que un concert. Vous êtes aussi trouvé des artistes qui viennent de l'école Lecoq, très physique. Tout à fait. Cette musique qui nous fascine depuis tant d'années a fasciné aussi cette jeune compagnie de théâtre issue de l'école Lecoq, donc une école du geste, du mime. Parfois même, ça peut tendre jusqu'à l'univers du cinéma muet. Et donc ces deux jeunes gens, Mitch Riley et Ruti Sedbon, se sont absolument passionnés pour cette musique, comme nous, et en ont imaginé une histoire en 4 tableaux. Jeunesse, passion, deuil et vieillesse rythmeront ce spectacle. Et la musique alterne plein d'états, des sentiments. Voilà, on traversera plein de mondes et voilà, c'est déjà pas mal comme programme. Mais c'est super. Moi, je vous le recommande. Une musique Moi, je reconnais toujours au Quatuor Bella votre capacité à ouvrir nos paysages, à ouvrir nos imaginaires, et à nous laisser rentrer justement dans ce que vous appelez très justement la musique d'aujourd'hui. Et là, c'est une très belle porte d'entrée que d'avoir une version scénique. Voilà, vous y serez plongé et grâce à cette proposition, je pense que vous aimerez cette musique. Voilà. C'est tout le défi qu'on te souhaite. Merci au Quatuor, merci à toi Luc d'être prêté au jeu, de dire quelques mots sur cette création. Et c'est toujours difficile pour les artistes de dire des mots sur des spectacles qui n'ont pas encore commencé à naître. Alors, une metteuse en scène que j'avais accompagnée moi quand j'étais à la Comédie de Saint-Étienne, qui s'appelle Myriam Müller, c'est une metteuse en scène luxembourgeoise très douée et qui a voulu réinterroger un film de Chantal Akerman avec Elena, Nécessité fait loi. Absolument. Elena, c'est à la fois le titre du spectacle et à la fois le personnage principal. Donc, c'est une femme qui est la deuxième épouse d'un certain Vladimir, qui est un riche retraité. Il a eu des soucis de santé. Ils se sont rencontrés quand il était hospitalisé. Elle était tout simplement son infirmière. Et ils ont décidé de se marier, mais ils n'eurent pas beaucoup d'enfants. Elle a souhaité à un moment donné avoir son soutien de par ses moyens financiers pour pouvoir aider sa propre famille, et il a refusé. Donc elle a profité d'un infarctus pour mettre un petit cachet supplémentaire. Donc elle a éliminé son mari, elle a détruit le testament et installé sa famille dans le riche appartement. La justice, le châtiment d'Elena ne viendra pas justement de la justice, mais il viendra d'elle-même, puisque finalement elle retrouvera tout à fait sa position initiale, celle d'être la bonne de son fils. Donc il y est question de classe, il y est question de patriarcat, il y est question d'amour et de dévouement, donc dans cette création de la mi-novembre. L'artiste coréenne peut-être la plus connue en France, ça fait longtemps qu'on l'attendait, je crois qu'elle était invitée avant la pandémie, et donc on a été en capacité de retrouver Yoon-Sunna. Oui, Yoon-Sunna, c'est vraiment une grande figure internationale du jazz. Elle est adulée en Corée, elle est aussi maintenant très connue en France où elle habite. C'est une voix aérienne, c'est un timbre clair, elle trouve des mélodies d'une très grande beauté et d'une très grande légèreté, alors que ça mélange un peu aussi le folk et le jazz. Et voilà, vous dire qu'on est très heureux de l'accueillir. Son album s'appelle Waking World, un monde qui s'éveille. Alors, on ne pouvait pas inviter les artistes brésiliens sans inviter le ballet le plus étonnant et le plus important peut-être du Brésil, qui est le ballet de Sao Paulo. Le ballet de Sao Paulo, c'est la grâce de la technique classique qui rencontre le swing brésilien. Ils vont vous emmener dans des voyages très sensoriels. On va partir à Bahia, on va partir dans un univers solaire, sensuel, énergique, puissant. C'est une très belle danse. Ils viennent régulièrement chez nos voisins de la Maison de la Danse de Lyon depuis des années et jouent à guichet fermé. C'est la première fois qu'ils viendront à la MC2 et on profitera de ce fil rouge du Brésil pour avoir ce programme entièrement brésilien, Aquarela do Brasil. Emmanuel, la première grande invitation internationale avec plus de 100 musiciens sur scène. Oui, ils seront 105 dans l'auditorium. Alors, on doit rajouter des praticables pour tous les accueillir. C'est l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort, qui est une des plus prestigieuses formations allemandes. Et ils viennent avec ce programme assez incroyable, évidemment, qui commence par le concerto de Krieg, que vous pouvez entendre à l'oreille, que vous connaissez peut-être déjà pour certains d'entre vous, et qui sera interprété aussi avec un pianiste, Jan Lisinski, qui est vraiment une des grandes stars montantes du piano, qui interprétera cette partition, qui est probablement l'une des plus difficiles pour un pianiste.
Et ce qu'on peut dire, c'est que le chef est français. Le chef est français et que le programme est sur la thématique de la nature, avec aussi une pièce de Modeste Moussorgsky qui s'appelle Les tableaux d'une exposition. Alors là aussi, c'est un tube de la musique classique, donc c'est vraiment une soirée incontournable pour le symphonique. Donc le chef, c'est Alain Altinoglou, parce qu'on ne l'a pas cité. Ah oui, on ne l'a pas cité. On arrive en décembre. En décembre, on va commencer par vous emmener en Irlande et en Écosse dans le cadre du premier concert du dimanche. Oui, avec les Curious Bards, les bardes curieux, qui se sont fait la spécialité de faire voyager sur les terres celtiques. Alors en l'occurrence, on va en Irlande, on va en Écosse avec des chansons d'amour, des chansons à boire, des chansons de chasse aussi. Et ils invitent pour l'occasion une chanteuse qui interprétera donc avec vous tout ça. Et ce sera vraiment l'occasion de découvrir cet univers musical qu'on méconnaît. Toujours 7 €. On va marteler tout au long de cette présentation saison. Les concerts du dimanche, c'est 7 € et vous pouvez vraiment venir en famille. C'est des programmes d'1 heure, c'est pensé pour ça. Justement, puisqu'on parle de la jeunesse, et vous savez que c'est aussi au cœur de notre projet, comment donner le goût de découvrir les classiques, et notamment Molière, et bien souvent aussi en choisissant des mises en scène qui vont revisiter ce classique, c'est-à-dire que là, le Don Juan ou le Festin de Pierre, c'est la mise en scène de David Bobet, dont vous aviez peut-être apprécié Peer Gynt la saison dernière, et c'était déjà le même acteur, c'était Radouane Laflahi qui jouait Peer Gynt et qui cette fois interprète magnifiquement Don Juan. Sganarelle est interprété par Chad Hardy Gavé Mungundo, et donc à travers les noms de ces acteurs, on comprend bien le projet de David qui a voulu montrer que ces classiques nous appartenaient à toutes et à tous, a voulu d'une certaine manière aussi déboulonner probablement les statuts à l'heure du MeToo et de ce que la figure de Don Juan peut renvoyer de figure de patriarcat. En tout cas, ce que moi je sais, c'est que qu'en ayant vu le spectacle, les jeunes sont debout en standing ovation après la représentation. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on fait du théâtre. Un autre très beau monsieur, si j'ose dire, très belle personnalité, après Gilberto Gil. Abdoulaye Ibrahim, qui est vraiment une légende du jazz pour le coup, et aussi une figure anti-apartheid. Il a beaucoup combattu aux côtés de Nelson Mandela contre l'apartheid. Il a aussi joué le jour de son investiture, donc évidemment en Afrique du Sud c'est vraiment une légende, mais il est aussi très connu en Europe. Alors il a 87 ans, je dois vous avouer qu'on s'est un peu battu pour fixer un petit point sur la carte à Grenoble dans sa tournée, et c'est toujours un moment extraordinaire de le voir jouer. C'est beau, c'est méditatif, et il est d'une grande sérénité, d'une grande beauté sur scène, donc un moment incontournable en jazz. Depuis le 1er janvier, le Centre chorégraphique national a une nouvelle direction, une co-direction. Il s'agit du danseur et ancien interprète de Jean-Claude Galota, Yannick Hugron, et de la chorégraphe catalane, Aïna Alegre. Alors Aïna vous prie vraiment d'accepter ses excuses. Elle devait parler en visio, mais en fait, elle est en train de commencer un filage parce qu'elle est à quelques jours d'une première à Marseille, au Festival de Marseille. Donc je lui dis, c'est pas grave, qu'on l'excusera, mais la prochaine fois, elle sera là. On va faire tout un fil rouge avec le Centre chorégraphique national. On va ouvrir notre saison avec eux dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de leur nouveau festival qui s'appelle l'Impact Festival. Dans le cadre de la programmation, on commence par un solo d'Aïna que vous pouvez voir actuellement. Ça s'appelle Raucha. Raucha en catalan, ça veut dire l'instinct, ça veut dire l'impulsion. Vous allez découvrir que Aïna a une danse qui est très fondée sur la pulsation, une danse en spirale, obsédante, inspirée et inspirante, très sensuelle également. C'est un solo, mais c'est un solo pour grand plateau. On le présentera dans la salle René Risardo, avec une représentation unique, mais pouvoir découvrir l'interprète aussi merveilleuse qu'elle est. Puis ensuite, on découvrira sa toute nouvelle pièce qui vient d'avoir une très belle critique dans le monde. C'est notre étoile montante d'une certaine manière, Aïna. This Is Not, c'est là une pièce pour 9 performeuses, donc c'est 9 femmes au plateau, dont 4 musiciennes, et ces musiciennes, elles sont aussi trompettistes, elles sont tubistes. Et donc ce spectacle va travailler la question de l'air, va travailler la question de l'amour, d'une forme de résistance joyeuse et communicative. Et vous allez voir que, oui, on parle d'émancipation des femmes avec Myriam Müller tout à l'heure. Vous allez voir que là, on sent que les artistes ont envie d'un rebond joyeux, communicatif. Après une première période où on était très obsédé par la question de l'enfermement lié au Covid, maintenant on est à l'ère du rebond par la joie. Et enfin, évidemment, Aïna participera à notre projet autour des Jeux Olympiques. La partie danse sera menée par le Centre chorégraphique national pour le projet du courage. Décembre, c'est aussi l'occasion de se faire plaisir, de vous faire plaisir. On a eu envie d'avoir une vraie comédie musicale
typique Broadway. Ils sont 15 sur scène, il y a 20 musiciens, ils vont jouer en français, ils vont chanter en anglais. Chantons sous la pluie, c'est évidemment probablement le hit, le best-seller de toutes les comédies musicales. Vous fredonnez déjà Jane Kelly, j'en suis sûr. Et vous verrez aussi que c'est une comédie musicale où tous les airs sont connus. Je pense à Make Them Love par exemple. Décembre, puisqu'on parle de se faire plaisir, on va retrouver l'Orchestre national de France avec peut-être un des airs, une des musiques les plus connues de Tchaïkovski, Emmanuel. Oui, alors 2 salles, 2 ambiances, parce que pendant Chantons sous la pluie, on a l'esprit de Noël qui soufflera dans l'auditorium avec Casse-Noisette, qui est donc évidemment l'une des plus grandes pièces de Tchaïkovski, mais qui est aussi un conte de Noël, puisque ça raconte, c'est une histoire, c'est une musique qui a été écrite pour la scène, c'est une musique de ballet, et donc ça raconte cette histoire que peut-être certains connaissent, qui est celle de Clara. Clara, on lui offre un petit pantin de bois pour Noël, ça s'appelle un casse-noisette, et elle va se coucher, et pendant la nuit, il y a des bruits, elle sort, et elle se rend compte que son pantin s'est animé. Il est devenu un prince, et en fait, il déclenche une guerre des jouets qui sont aussi entreposés sous le sapin contre les rats. Alors, je réalise qu'on a une thématique sur les rats cette saison, mais ce n'est pas que ça, puisque ça finit de façon beaucoup plus féerique, et évidemment, Clara finit emportée par le prince dans la nuit. Voilà, c'est une valse, on l'entend presque, c'est ça. C'est une valse, et c'est l'Orchestre national de France surtout, qu'on retrouve avec grand plaisir, évidemment, à la MC2. On a repéré votre goût pour la découverte de nouveaux talents et aussi pour des artistes engagés. Donc, le Petit Théâtre, on a voulu lui donner cette couleur de lieu de découverte et d'émergence, notamment pour les artistes de la région. Et parmi ces artistes de la région, il y a une jeune femme qui s'appelle Liora Jacoté. Alors, elle est diplômée de l'école de la Comédie de Saint-Étienne et avec ses camarades de promotion, au moment de la mort de Johnny, au moment des obsèques, elle a été complètement sidérée, elle est franco-suisse, Liora, par l'émotion nationale autour de la mort de Johnny. Elle a eu l'idée d'aller à la rencontre d'un groupe de fans à Saint-Étienne de Johnny et de les interviewer. À partir de ces entretiens, elle a créé un matériau documentaire théâtral qu'elle fait interpréter par ses jeunes camarades qui deviennent les personnages. Et à travers cet hommage à Johnny, de comprendre pourquoi ça a été l'idole des jeunes, pourquoi ça a été quelqu'un de si important dans la vie de ces femmes et de ces hommes, eh bien, elle fait aussi en creux le portrait d'une femme, d'une France, d'une France qu'on connaît peut-être moins, d'une France invisible, d'une France peut-être un peu ignorée, invisibilisée, et peut-être aussi d'une certaine manière d'une France peut-être des gilets jaunes. C'est un spectacle incroyable parce que c'est très drôle, c'est très émouvant, c'est très puissant, et on arrive à mettre en salle à la fois des gens qui aiment aller au théâtre et aussi les vrais fans de Johnny Hallyday. Moi, quand je suis allé à Lyon, il y avait ce double public en salle, ce qui a fait de cette représentation un moment très, très fort. On va finir l'année, parce que qui dit Jeux olympiques, dit quand même Philippe Découfflé. Absolument, c'est avec Philippe Découfflé qu'on va finir cette année 2023. Alors on était obligé de l'inviter, hein. C'était en 92 qui sublimait la cérémonie des JO, c'était à Albertville. Donc on reconnaît son univers, c'est une grande figure de la danse contemporaine. Ici, c'est surtout son amour pour le rock'n'roll qu'il a envie de mettre en avant dans Stéréo. Donc on y retrouve une basse, une guitare et évidemment tous les ingrédients rock'n'roll. Et puis aux côtés des musiciens, il y a 5 interprètes qui sont bourrés d'énergie, qui sont tous de paillettes pour donner finalement ce qu'on pourrait dire un concert dansé. Une nouveauté au niveau des tarifs, on a souhaité reproposer l'abonnement qui n'existait plus depuis un certain nombre d'années. Donc l'adhésion, c'est toujours possible. La place individuelle, bien sûr, c'est toujours possible. Mais si vous êtes des gourmands, si vous allez voir beaucoup de spectacles, eh bien, l'abonnement va aussi vous proposer des tarifs plus avantageux. Et ça, c'est une nouveauté pour la saison prochaine. Absolument. Et l'équipe est évidemment à votre disposition dès la fin de cette présentation de saison pour vous expliquer toutes ces nouvelles modalités où vous allez très bien vous y retrouver, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Alors on finit 2023 avec Philippe Découfflé, on commence 2024 avec un phénomène. C'est le spectacle qui a fait lever toutes les salles au dernier festival d'Avignon dans le IN. C'est une artiste flamande qui s'appelle Niet Varlop. Elle est inclassable, on est dans du théâtre, de la danse, de la musique, dans une performance autour d'une chanson, une chanson qui est aussi une ode à la résistance, pleine d'énergie et de sueur. Alors du coup, c'est un petit test pour vous, pour vérifier votre bilinguisme flamand-néerlandais. Je vous propose de regarder la bande-annonce dans la langue originale. Knock, knock, who's there? Breathe from the past. No time shaking. Feels like rock. Hard and rough. Just always there. I can taste it in the drop. All we need is that final way.
Alors, c'est vraiment un spectacle qui colle la pêche, je vous le garantis. Vraiment, il n'y a pas de doute. Et vous avez compris, donc, le bilinguisme flamand, c'était juste pour les articles de presse. Hein, sinon, comme c'est une performance, en fait, il n'y aura aucune difficulté pour saisir le spectacle. On est les seuls à l'avoir en région Auvergne-Rhône-Alpes. On frime un tout petit peu aussi. Nos collègues l'accueilleront en l'automne 2024. Donc ça aussi, ça sera l'événement de la saison prochaine. Parmi tous ces événements, Emmanuel, il y a aussi les 40 ans de l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Oui, et pour leurs 40 ans, ils ont décidé de réinviter les directeurs musicaux qui ont dirigé l'orchestre depuis leur création. Et en l'occurrence, nous, on a la chance d'accueillir Kazushi Ono avec l'orchestre. Kazushi Ono, c'est vraiment la classe, c'est un des grands chefs internationaux, il est japonais. Et là, il vient avec un programme autour de Chausson, Ravel et Prokofiev. Et ce que vous entendez là, c'est l'œuvre de Ravel qui s'appelle Roméo et Juliette. C'est donc aussi une musique. L'œuvre de Prokofiev. J'ai dit Ravel. J'ai dit Ravel. Ah bah voilà. C'est Prokofiev. C'est pour vérifier qu'on suit en fait, c'est juste. Voilà, attention, suivez bien parce que c'est pas Ravel qui a écrit Roméo et Juliette, c'est Prokofiev. Et Prokofiev a écrit ce chef-d'œuvre pour le ballet, donc c'est aussi une musique narrative. Évidemment, vous connaissez tous l'histoire, donc on retrouvera cette histoire d'amour qui surgit de la rivalité des deux familles et on pourra suivre tout ça avec l'exceptionnel orchestre de l'Opéra de Lyon. Moi, je partage un petit souvenir très personnel, mais la toute première fois que quelqu'un a eu la très belle idée de m'emmener à l'opéra de ma vie, c'était effectivement Kazushi Ono qui dirigeait. Et je me souviens de la sensation physique d'avoir les poils qui se sont dressés pendant le Rossignol de Stravinsky. Et donc, finalement, je suis très personnellement ému qu'on ait Kazushi Ono dans la saison prochaine. Isabelle, quand le cirque rencontre le ski. Oui, on se trouve avec White Out qui est à la une de notre saison puisqu'il est en couverture de la brochure que vous avez entre les mains. White Out, c'est un phénomène climatique, c'est le moment où les nuages sont aussi blancs que la neige et où on perd tous ses repères. Donc on est dans cette immensité sur le plateau avec 3 interprètes qui sont à la fois alpinistes, danseurs, circassiens et qui vont nous donner la chair de poule, qui vont nous faire vivre à la plat toute la verticalité de la montagne et se battre avec les éléments comme ici cette belle tempête. Un très beau concert du dimanche, probablement très émouvant, autour de Schubert, Emmanuel. Oui, le fil rouge piano fait une petite étape hivernale avec ce voyage d'hiver de Schubert, qui est l'un des grands classiques du répertoire du Lied, mais qui viendra là dans une interprétation assez originale, parce que d'habitude c'est plutôt interprété par des voix d'hommes. Là, en l'occurrence, il y aura un trio, donc il y a 2 voix, une voix d'homme, une voix de femme aussi, ce qui ouvre quelque chose de l'ordre d'un dialogue à l'intérieur du cycle. Alors on retrouve évidemment l'émotion et les questionnements du voyageur égaré de Schubert, mais on retrouve aussi ce dialogue amoureux très touchant entre donc deux personnages. Et on a le cycle en entier, hein, attention. Une autre compagnie régionale, une compagnie de danse, une compagnie de hip-hop qui sera aussi programmée dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon. C'est la première fois qu'ils viennent à la MC2. Il s'agit de la compagnie Diptyque. Alors Diptyque, c'est un antidote à la morosité, un de plus. Encore une compagnie qui va emmener une sorte de fièvre chorégraphique sur le plateau. C'est une des caractéristiques. On sent que les danseurs ont envie de nous faire danser, ont envie de nous retrouver, faire retrouver le goût du collectif, nous sortir de nous face à nous-mêmes. Et donc voilà, tout un programme, ça va s'appeler Le Grand Bal. C'est une création, donc là c'est juste effectivement des images de répétition. En tout cas, à chaque fois que Diptyque passe quelque part, c'est un succès assuré. Un autre artiste associé, il s'agit d'Adama Diop. Vous avez peut-être vu il y a quelques semaines le magnifique Othello mis en scène par Jean-François Sivadier. Adama, c'était l'interprète d'Othello et Adama est artiste associé. Donc là, c'est un projet plus personnel. Adama, il est sénégalais d'origine et il a envie de raconter peut-être quelque chose qui le touche, qui est l'histoire de quelqu'un qui quitte son pays pour aller dans un autre pays. Quelqu'un qui quitte les siens pour aller en quête de lui-même. Et à travers cette quête, eh bien, il va découvrir aussi probablement qui il est et ce qu'il aime. C'est un spectacle qui sera entre théâtre, musique, c'est des musiciens au plateau, et cinéma, puisque par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui aime aller filmer, Adama. Et peut-être aussi l'occasion de se redire collectivement la chance qu'a la France d'accueillir des artistes étrangers, de les faire siens, et l'apport qui les amène profondément à notre culture et à notre communauté.
Un autre artiste, un rappeur qui revient à la MC2, il s'agit de Kerry James, Isabelle. Oui, Kerry James était venu avec Avif sur cette nouvelle création. Il endosse le rôle de son personnage fétiche. Il s'agit de Sulaiman, c'est un jeune avocat. Et il est plongé dans une France où l'injustice fait loi. Il se trouve que son grand frère est assassiné par la police et il décide lui-même de rendre justice à son grand frère en kidnappant le juge qui a innocenté l'assassin de son frère. De leur discussion, ça va être une véritable joute oratoire et ça va être l'occasion de parler de démocratie, de parler d'amour et de parler de pardon. On arrive en février. En février, on va voir deux artistes qui sont actuellement en répétition dans nos murs, dont une de nos artistes associées, Gisèle Vienne, qui est franco-autrichienne, qui a grandi à Grenoble. Ses premiers spectacles ont été créés à Grenoble et on a souhaité évidemment pouvoir lui offrir le fait de retrouver cet outil de travail. Bonsoir Gisèle. Alors là, tu sors tout juste de répétition. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Extra Life ? Bah oui, nous sommes déjà très heureux de répéter à Grenoble et très heureux de montrer notre nouvelle pièce qui va être créée au mois d'août et donc qui est vraiment en pleine construction en ce moment. Et bon, mais c'est particulier de parler de son travail. En tout cas, je peux vous dire que mes collaborateurs sont extrêmement talentueux. Donc, c'est une nouvelle collaboration avec une musicienne qui s'appelle Caterina Barbieri, qui est vraiment un jeune génie de la musique italienne qui fait du synthétiseur modulaire. C'est une musique, vraiment dans la composition est à la fois fabuleuse et extrêmement émouvante. À la lumière, c'est Yves Godin qui travaille avec un dispositif de lumière au laser, qui crée des architectures de lumière. Donc je peux juste vous dire à quel point je suis épatée par le travail de mes collaborateurs. Et au plateau, on a 3 interprètes avec lesquels je travaille maintenant depuis des années, qui sont les 2 danseurs Théo Livsé et Katia Petrovic, qui sont venus avec Crowd ici, et Adèle Haenel qui est venue avec Les Temps. Donc je peux juste dire au moins que l'équipe est extraordinaire et qu'ils font un travail extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a toujours envie que sa nouvelle pièce soit la meilleure, mais vraiment je crois qu'on est en train de faire notre meilleure pièce. Tu vas créer la Roure Triennale, parce qu'elle ne va pas oser le dire, mais du coup c'est aussi notre artiste française qui est probablement la plus demandée à l'international. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent si on peut dire que chacun de tes spectacles est un voyage sensoriel? Moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'en tant que spectateur, tu me bouscules, tu m'interroges, et tes spectacles m'accompagnent très longtemps. C'est-à-dire qu'ensuite j'y repense, j'y rêve. Je me souviens même avoir fait un rêve où j'expliquais ce que j'avais compris, etc. Puisque par ailleurs, c'est non narratif d'une certaine manière. Tu nous emmènes, tu nous invites à rentrer complètement dans une ambiance en fait aussi. Mais c'est un mélange, c'est complètement un mélange. Il y a à la fois beaucoup de danse, il y a aussi beaucoup de théâtre. Tout le travail plastique est extrêmement sophistiqué aussi. Donc c'est vraiment un mélange de tous ces genres. On travaille quand même sur une narration qui est singulière, mais il y a quand même une narration qu'on peut suivre. Et c'est vrai qu'on essaie, ce qui m'importe, j'espère que ce sera le cas, mais que vraiment que le moment du spectacle est une expérience, et une expérience qui importe et qui marque. Évidemment, il n'y a aucune garantie, mais c'est vrai que quand j'ai des retours de spectateurs après des mois, donc j'espère que ce sera l'expérience. Ce terme d'expérience, je trouve, est très juste. Moi, à chaque fois que je vois un spectacle de Gisèle, c'est un choc. Voilà. J'ai des préférés dans certains spectacles et d'autres, etc. Mais à chaque fois, c'est un choc. Et cette expérience, je trouve ça un très beau mot. On est très heureux, très, très fiers de t'accompagner, tu sais. Je sais que c'était dernière ligne droite de répétition. Elle va exceptionnellement ouvrir le travail pour un moment. C'est rare que Gisèle fasse ça, dans le cadre de la MC2 en fait. Donc tu vas ouvrir ton travail. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, ayez la curiosité de revenir à ce moment d'ouverture dans le cadre de la MC2 en fait. Merci beaucoup. Merci à toi Gisèle, à tout à l'heure. Au revoir. Alors, une autre jeune femme qui vient nous parler de son travail, il s'agit de La Nuit se lève. Elle répète aussi en même temps, c'est Mélissa Zenner. J'invite Mélissa à me rejoindre pour parler de La Nuit se lève. Alors Mélissa, toi tu as envie de travailler autour d'un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder, qui est la question. Alors je me lance. Je vais parler du tabou de l'inceste. Donc en fait, le spectacle, ça parle du fait que l'inceste, c'est pas de le commettre, c'est de le dire. Et donc, moi, en tant qu'autrice, j'ai une petite fixette, c'est d'écrire ce qui ne se dit pas.
Alors du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai fait une grande immersion à SOS Inceste à Grenoble. J'ai beaucoup lu, me suis documentée. Et là, maintenant, je suis à la MC2 en création avec les 5 comédiennes au plateau. On a écrit une fiction et notre challenge, c'est que ça soit entendable et grâce à l'art aussi, que ça soit bien sûr émouvant, beau, mais aussi qu'il y ait de l'humour et de la joie. Donc c'est notre déjà grande un peu challenge. réussi, puisque moi j'ai vu une maquette, je l'ai vu la maquette à Toulouse, où tu vas créer. Et effectivement, j'ai réussi à me faire rire. Hein, donc je me suis dit, là, c'est quand même assez fort. Et tu t'es inspiré d'un podcast que les gens peut-être connaissent sur France Culture, qui s'appelait « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudlowski. C'est un des matériaux que tu vas utiliser? Voilà, il y en a plusieurs. Il y a donc Ou peut-être une nuit, Le berceau des dominations et les travaux de Muriel Salmona. Alors comme ça, on dirait ça fait un petit peu un télo, mais ça l'est pas du tout. Moi, j'adore la culture pop et il y a aussi une chorégraphie de Britney Spears dedans. Donc voilà. Et aussi, je voulais dire que c'est une écriture polymorphe. Donc il y a des dialogues, du récit, mais aussi du rap, du chant, de la danse. Et que voilà, on navigue et on fait des grands écarts. C'est une de mes anciennes élèves, c'est une des plus douées de sa génération. Vraiment, je vous invite à découvrir le travail de Mélissa Zenner. Elle ne va pas le dire, donc je le dis à sa place. Voilà. La nuit se lève, début février. Merci Mélissa. Alors, qui dit piano dit tarot. Hein, vous appréciez la punchline, hein, tout de suite. Oui, on aura un autre grand nom du piano avec Alexandre Tarot dans la saison qui vient avec l'Orchestre des Pays de Savoie, qui est évidemment un habitué de la maison. Alors, ils viennent avec un programme sous le signe de la jeunesse, puisqu'il y aura 2 compositeurs, Mozart, dont on entend un petit extrait, avec Alexandre Tarot qui joue. Alors, Mozart, c'est un compositeur qui a été particulièrement prolixe et aussi particulièrement précoce. Donc là, c'est son 9e concerto pour piano, mais il a 21 ans quand il l'écrit. Et Britten, qui a écrit des variations à 24 ans. Voilà, ce sera la 2e pièce qui sera jouée dans le programme. Et le tout sera dirigé par Pierre Dumousseau, qui est lui aussi un jeune chef. Il fallait bien un jeune chef pour diriger cette soirée sous le signe de la jeunesse. Et c'est un chef qui est en train d'exploser complètement. Maintenant, il dirige régulièrement l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Donc je vous invite vraiment à venir le découvrir avec l'Orchestre des Pays de Savoie. Alors, on ne pouvait pas faire le Brésil sans faire au moins aussi un concert du dimanche. Tu as voulu le placer sous le thème de la saudade. Et alors ça, je parle sous votre contrôle, Marco et Gabriel. La saudade, c'est une sorte de mélancolie brésilienne, mais qui n'est pas triste. C'est même le fondement de leur culture, parce qu'à partir de cette saudade, on a sorti presque toutes les grandes musiques brésiliennes, de la samba en passant à la bossa nova. On va parcourir le Brésil avec un contre-ténor qui s'appelle Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira, c'est un contre-ténor, donc c'est les voix les plus aiguës, mais il a aussi toute la chaleur du Brésil dans sa voix. Il sera accompagné d'un pianiste et ensemble, ils vont nous faire traverser vraiment 4 régions du Brésil avec 4 identités musicales très particulières. Et ils finiront avec un cycle qui est très important dans la culture musicale brésilienne qui s'appelle Canções do Amor. Ça veut dire les chansons d'amour. Les chansons d'amour. Voilà, c'est une des œuvres fondatrices de la bossa nova. Un spectacle à partir de 9 ans, étonnant, Isabelle, il s'agit de Anne Contenson. Oui, absolument. Anne Contenson, qui est une autrice et une metteur en scène. Elle a l'habitude de travailler avec un des acteurs que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Florent. Et quand ils ont décidé de se projeter sur quelle peut être la suite de leur aventure artistique, Anne a découvert qu'il était vraiment un geek, il était amoureux des jeux vidéo. Et ils se sont dit, tiens, il y a là peut-être un sujet. Et il se trouve qu'il venait tout juste de déménager. Et en ouvrant un carton, il retombe sur sa console de jeu qu'il partageait avec son père. En la rallumant, une partie est en cours. Et la question philosophique, est-ce qu'il joue la partie? Est-ce qu'il fait game over son papa décédé? Donc, est-ce qu'il prend le risque de perdre à nouveau son père? C'est évidemment toute la question philosophique accessible dès 9 ans à travers ce spectacle, ce spectacle assez étonnant. C'est bien, c'est étonnant. On va reprendre une de nos productions puisque nous repartons en tournée avec Candide. Ils sont 8 comédiens et 2 musiciens sur scène. C'est Voltaire et rien que Voltaire. Donc il s'agit de redécouvrir le texte et d'entendre toute la puissance de celui qui proclame la liberté de blâmer. Le mieux, c'est peut-être d'en revoir un petit extrait. Quel est donc ce pays inconnu à tout le reste de la Terre et où toute la nature est une espèce si différente de la nôtre? C'est probablement le pays où tout va bien.
monsieur. Vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le moral et que rien ne pouvait être autrement. Mais un sage m'a appris que tout cela est à merveille. Ce sont des ombres à un beau tableau. À travers cet extrait, vous avez peut-être reconnu Gabriel, qui joue aussi dans Candide. Donc l'occasion de vous dire un mot sur les trois spectacles qui partent en itinérance dans les villages de l'Isère, et dans lesquels on retrouve ce que j'essaye de constituer, c'est-à-dire une sorte de troupe, puisqu'on les appelle les éclaireurs. C'est aussi elles et eux qui vont à la rencontre des jeunes pour le programme Olympiade culturelle. 3 spectacles. Le jour J de Mademoiselle B, on en a parlé tout à l'heure. La Truelle, une pièce étonnante de Fabrice Melchior autour de la mafia. On s'est dit qu'à Grenoble, ce n'était pas complètement inintéressant. Et sinon, Philippe Durand, que vous aviez beaucoup apprécié autour de 1336, qui racontait la saga de la lutte des Fralibres contre le groupe Unilever pour les thés éléphants. Et cette fois-ci, il vous raconte l'histoire du Larzac, l'histoire de la constitution de cette coopérative très étonnante avec ces terres qui n'appartiennent à personne et que pourtant des fermiers cultivent. Et quand ils donnent ensuite leurs terres et leurs fermes, ils la donnent sans bénéfice. Donc c'est aussi l'histoire d'un projet, d'une utopie concrète, on va dire. Et ça passionne depuis la création. Donc, et ici, c'est très simple, parce que là, pour le coup, Philippe, c'est un acteur, une chaise, et vous. Donc 3 spectacles en tournée en Isère. Une chorégraphe qui est sur sa dernière ligne droite de création, puisqu'elle sort le spectacle à Montpellier Danse, Isabelle. Oui, il s'agit de Mathilde Monnier, qui sera aussi présente dans le hymne d'Avignon avec cette création. Elle est de toutes les aventures et elle n'en reste jamais exclusivement à la danse. Elle a pu travailler avec Claire Denis, elle a pu travailler avec Christine Angot ou avec Philippe Catherine. Et cette fois-ci, elle s'empare d'une série télévisée qui a été diffusée sur Arte en 2021, qui s'appelle H24 et qui parle des violences quotidiennes faites aux femmes. Donc elle va s'emparer sur cette création de quelques-uns des épisodes, notamment ceux écrits par Alice Zéniter ou Lola Lafont, pour avec ses interprètes qui sont à la fois comédiennes, chanteuses et bien sûr danseuses, porter haut le fait qu'il faut savoir dire stop. Alors, dans les grands moments de la saison qui s'achève, il y a eu la tempête. Ça a été une standing ovation de près de 15 minutes. Et donc, Emmanuel me dit qu'il faut à tout prix qu'on les réinvite tout de suite. Oui, c'est vrai que depuis qu'ils sont venus, vous êtes nombreux à nous demander quand est-ce qu'ils reviennent. Alors, ils reviennent et on est très heureux de les faire revenir parce que c'est l'ensemble du moment. Ils reviennent d'ailleurs auréolés du prix Bettencourt qui récompense les meilleurs ensembles vocaux qu'ils ont eu donc l'année dernière. Ils ont le génie de combiner des œuvres qui fonctionnent en parfaite osmose mais qui ne sont pas attendues ensemble. Là, en l'occurrence, ce sera 2 Stabat Mater, le Stabat Mater de Dvorak et celui de Scarlatti. Mais ils ont aussi le génie de s'emparer de l'espace et de faire des spectacles. Donc c'est une expérience musicale bien sûr, mais c'est aussi une expérience assez spectaculaire à vivre dans l'auditorium. Alors, un artiste que vous connaissez bien, parce que pour le coup, il a beaucoup joué à la MC2, il s'agit du directeur du Théâtre National de Strasbourg, Stanislas Nordet. Et Falk Richter lui a écrit un texte, un solo, qui est aussi sa propre histoire. C'est-à-dire, Stanislas incarne Falk. C'est l'histoire donc d'un jeune Allemand qui naît dans les années 60, donc avec des parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et qui ont donc sur les épaules ce poids du nazisme. Et donc, comment est-ce qu'on grandit avec cette culpabilité collective du peuple allemand, c'était comme ça que le nommait le président allemand, le premier après la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on grandit aussi avec un sentiment de honte quand on est différent, puisque Falk Richter ne cache pas qu'il est homosexuel, et c'est ce lien intime entre l'histoire politique de son pays et sa propre sensation d'adolescent qui grandit avec cette culpabilité qu'il raconte. Fabienne Darge dit dans Le Monde que c'est probablement le spectacle et la pièce la plus forte de Falk Richter, qui est l'auteur allemand le plus traduit dans le monde, associé à la Schaubühne. Et c'est vrai que quand Falk va dans l'intime et quand l'intime rencontre le politique, ça donne des spectacles coup de poing. Ce sera le cas de The Silence. Un artiste aussi très attendu avec une création... Amala Dianor, c'est une vitalité musicale et chorégraphique de la génération Z, me dit-on. Absolument. Donc avec Dub, il a envie de repartir un petit peu à l'origine de sa danse. C'est plutôt un artiste qui a d'abord été autodidacte, qui a d'abord proposé des danses urbaines. Et puis, au fil du temps, il a hybridé sa danse. C'est une danse très élégante, très organique. Et avec cette création, il a eu envie de rencontrer un petit peu le monde et cette nouvelle génération. Donc il a traversé tous les continents. Il a fait un casting assez incroyable du milieu
milieu underground. Il y aura 12 interprètes donc venus du monde entier et choisis pour leur capacité à réenchanter et réinventer la danse. Et puis à ses côtés, aux platines, Avir Léon, qui est voilà, notre James Blake actuel. Parce que c'est vrai qu'Amala, c'est un autodidacte, mais c'est aussi un diplômé de l'école d'Angers. Donc il a cette capacité à tisser les danses urbaines avec la danse contemporaine, ce qui fait de lui vraiment quelqu'un de très à part en termes d'élégance au plateau. Absolument. Et il va jusqu'à hybrider aussi l'Afrique dans sa danse. Emmanuel, on va avoir une soirée en l'hommage de Steve Reich. Oui, je ne sais pas si vous connaissez Steve Reich, qui est l'un des pères fondateurs de la musique minimale américaine, la musique minimale, la musique répétitive. Alors là, il y aura une soirée hommage avec un ensemble qui s'appelle Miroirs étendus. Et Miroirs étendus, qui est dirigé par Fiona Mombes, c'est vraiment l'ensemble de la nouvelle génération qui est en train de monter. Donc il faut découvrir leur travail. C'est un ensemble d'une grande intensité et aussi d'une grande précision. Et là, ils vont jouer donc un hommage à Steve Reich à travers cette pièce qui s'appelle City Life. City Life, c'est une pièce qui a été composée d'après des sons que Steve Reich a entendus dans la ville de New York. Et puis surtout, ils viennent avec un pianiste, lui aussi assez singulier, qui s'appelle Christophe Chassol, que vous voyez en photo, qui est un pianiste qui vient de la pop, qui vient du jazz, qui mélange beaucoup les genres musicaux et qui va donc les accompagner et rendre hommage lui aussi à Steve Reich avec une pièce qu'il a adaptée de Reich qui s'appelle Six Pianos. Donc c'est pour 6 pianos, mais lui, il la joue seul. Tout ça nous emmène au mois de mars. Au mois de mars, notre artiste associée Noémie Boutin, la violoncelliste qui est toujours là où on ne l'attend pas. Vous avez peut-être mangé la bouillabaisse avec elle il n'y a pas si longtemps. Et là, c'est un spectacle qui est le spectacle qu'il a fait connaître dans le monde entier. Sarabande. Et les concerts du dimanche, pour nous, c'est l'occasion aussi de remettre les classiques du répertoire dans la programmation, de vous les faire découvrir. Alors là, c'est les suites pour violoncelle de Bach, donc c'est évidemment à la fois la base et le sommet du répertoire pour violoncelle. Noémie excelle dans ce répertoire et elle a décidé de s'associer avec ce circassien, ce metteur en scène qui s'appelle Jörg Müller, qui va donc proposer une installation assez poétique et assez aérienne dans l'auditorium. Et vous voyez que l'auditorium est souvent dans cette saison aussi l'endroit de spectacle qui dépasse donc le cadre juste du concert. Elle l'a joué dans le monde entier. Moi, c'est comme ça que je l'ai découverte, Noémie Boutin. C'est vraiment très étonnant de rencontrer son univers musical et ce jongleur. Alors, notre collègue directrice de l'Espace 600, qui est aussi une metteuse en scène inspirée et inspirante, je propose à Anne Courel de nous rejoindre pour nous parler des 6 fêtes pour rester vivant. Bonsoir Anne. Bonsoir Arnaud. Et puis celle chantait avec une voix qui sont T'as vu, il t'accueille avec Jeanne Moreau. Alors, tu avais passé une commande à Mariette Navarro. Tout à fait. Une autrice que j'adore et dont je vous recommande la lecture d'Ultramarin, son dernier roman. Si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est le moment de le faire. Nous étions à l'époque, elle était autrice, autrice, metteuse en scène. Nous étions associés dans un compagnonnage et elle a su écouter, pas très loin d'ici, elle a su écouter des enfants, des ados, des adultes qui avaient envie de parler du bonheur, s'approprier ces mots-là. Et vraiment réécrire tout ça et apporter tout son talent littéraire et faire 6 fêtes, écrire 6 fêtes qu'on va vivre ensemble. Depuis, on va parfois être en montagne, parfois être dans un appartement, parfois pendant un mariage, parfois au bord de l'eau. On termine sur la plage, autour d'un feu. Ces 6 fêtes, elles sont là pour rester vivantes. Il faudra peut-être qu'on corrige la couverture, d'ailleurs, parce qu'il y a 10 ans, on ne mettait pas vivant. C'est très important maintenant. Et ces fêtes-là, elles sont pour moi des moments où on peut attraper de la joie, essayer d'en tenir un petit bout, parce qu'on sait que c'est furtif, c'est éphémère, c'est pas facile. Et puis pour que ça tienne, il faut que ce soit collectif, qu'on le fabrique ensemble. Et comme le dit un enfant, puisqu'il y a des scènes, il y a des enfants à un moment donné qui édictent une loi, qui explique comment on va faire pour qu'il y ait la fête. Et il y en a un qui dit, si quelqu'un n'y croyait plus, si quelqu'un ne jouait plus le jeu, ce serait la fin de la fête. Donc mon travail avec toute l'équipe va consister à essayer de vous associer à cette fête-là. J'ai envie de la vivre avec vous, de vous laisser une place. Donc vous serez nos complices pour que ces fêtes nous permettent vraiment d'atteindre ces petits bouts de joie. Et ce serait indécent, vu tout ce que je viens de dire que sur le plateau, on vous montre de la joie à vous qui êtes dans le noir. Donc c'est des fêtes une joie que nous essaierons d'en faire l'expérience tous ensemble. Parce que ça sera déambulatoire, ça sera déambulatoire dans toute la MC2. On va commencer devant la salle, après dans la salle, vous serez avec nous. Voilà, il faut qu'on arrive à en faire l'expérience ensemble. Voilà. Donc il y a de la place pour être complice pour ceux qui le souhaitent, et puis sinon les autres, vous êtes des spectateurs qu'on a très envie de rencontrer. Donc création à la MC2, on est très heureux. Anne, j'ai essayé de t'ouvrir nos portes pour cette création avec Mariette Navarro. Merci Anne. À bientôt.
entrevue un soir, aïe, 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 ça fait déjà un... Alors, une star du violon cette fois-ci, Emmanuel. Oui, avec Renaud Capuçon, que vous connaissez, il est ici chez lui, il vient régulièrement et cette année, on a voulu lui proposer une carte blanche et il nous a proposé de venir avec Guillaume Bellhomme, qui est un jeune prodige du piano avec lequel il a un duo d'une très grande complicité. Alors on lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il nous a dit, là on est en mars, j'aimerais invoquer le printemps avec cette sonate de Beethoven qui est somptueuse et j'aimerais aussi jouer ce qui est probablement l'une des pièces réservées aux plus grands dans ce répertoire pour piano et violon, qui est la sonate de Strauss, qui est vraiment... d'une très grande virtuosité, très spectaculaire et il faut vraiment un duo d'une grande complicité pour réussir à jouer ça. Donc c'est un grand moment de musique de chambre aussi. Est-ce que tu me disais, une star peut en cacher une autre? Donc Guillaume Bellhomme, c'est un des plus grands pianistes du moment. Voilà, c'est une étoile montante du piano. Vous avez compris que cette saison en piano, on a vraiment des pianistes exceptionnels. Une compagnie qui nous vient d'Auvergne et qui a eu cette Pardon, excusez-moi. Quand il fallait bien que j'en fasse une quand même. Voilà, c'était maintenant. C'est quand le cirque rencontre le breakdance. Absolument, c'est Fli, qui est un spectacle profondément familial à partager entre générations. Alors ce sont deux breakers qui ont décidé de monter leur compagnie et de tout leur premier désir, ils ont eu envie de retourner dans ce qui les a toujours tenus, la tête dans les nuages, leur enfance. Et ils ont imaginé ce personnage qui s'appelle Fli et qui, du bout d'une échelle, va tenter de s'envoler. Alors avec lui, toute une famille plutôt de clowns qui va tenter ce défi impossible. Autant dire que ce sera un moment joyeux, drôle, poétique de ces fabuleux perdants. Et c'est là où la compagnie d'Auvergne arrive et qui a eu cette très belle idée de s'intéresser à un acteur. Alors là, il y a un fossé générationnel, on doit bien le dire, parce qu'effectivement, dans l'équipe, quand on a parlé de Patrick Devers, on voyait bien que sur la jeune génération, ça faisait un grand point d'interrogation. Acteur marquant de la génération des années 70, marquant aussi de toute une époque marquée par le saut de la liberté, acteur incandescent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont passé une commande à une autrice qui s'appelle Marion Aubert, et que donc ce sont des jeunes acteurs qui interprètent les rôles. Et vous voyez que on retrouve Patrick Devers, on retrouve Gérard Depardieu, on retrouve Miu Miu, on retrouve tout l'esprit libertaire de cette époque, qui est l'époque des valseuses, bien évidemment. C'est un spectacle qu'on a découvert dans le Off d'Avignon l'été dernier. On est ressorti mais réjoui. Il y avait des files d'attente devant la salle. Cette compagnie d'Auvergne n'avait jamais joué à la MC2. On s'est dit quelle belle occasion que de les inviter avec surexposition. Une autre jeune compagnie, un autre talent qui lui a remporté plusieurs prix, le prix du public, le prix des lycéens du festival Impatience et qui a eu envie de s'intéresser à l'autisme. On va suivre l'histoire d'un couple qui a un enfant dont l'autisme est détecté très jeune. On suit l'histoire de ce couple sur une vingtaine d'années. Et on pourrait imaginer un spectacle un peu pesant, un peu didactique, un peu etc. C'est tout l'inverse. C'est un spectacle fort, engagé, émouvant, drôle, avec une équipe de comédiens formidables, d'où ces prix aussi au Festival Impatience, qui est un prix qui récompense les jeunes compagnies. C'est un spectacle qui nous raconte l'épopée de ce couple et aussi, évidemment, vous l'avez compris, qu'un fond militant qui va nous pousser à nous intéresser notamment au système belge où visiblement les conditions d'accueil et d'accompagnement de l'autisme ont l'air plus élaborées que ce qu'on trouve en France. Vers le spectre, je vous invite vraiment à découvrir le travail de Morin Ollès. Alors cette année, on a perdu Pierre Soulages, qui magnifiait le noir. C'est une sorte de hasard, mais on avait prévu d'inviter Christian Rizzo, qui travaille cette question du noir. Absolument. Avec Miramar, il s'est intéressé à l'élément de l'eau, il s'est intéressé à tous ces plagistes, ceux que nous serons peut-être dans quelques semaines, de tous ces gens qui regardent l'horizon, qui regardent au-delà de l'océan, qui veulent aller plus loin que cette eau et qui se laissent rêver. Et Soulages intervient à ce moment-là par le prisme de l'éclairagiste de Christian Rizzo, qui est Cathy Olive, qui travaille tout un dégradé de noir et qui évidemment file la métaphore de cette eau qui se pollue. Et pour autant, au bout du tunnel, peut-être ce grand écran de lumière. C'est une esthétique extrêmement puissante. Voilà, c'est un moment assez rare. Fierté de notre directeur de la programmation musicale d'avoir réussi à programmer les 4 saisons le 21 mars. Oui, alors effectivement, Renaud Capuçon aura invoqué le printemps quelques semaines plus tôt et ça marche en musique puisqu'il y aura les 4 saisons le jour du printemps. Alors c'est un grand moment pour violon aussi puisque les 4 saisons, vous le savez, c'est quasiment un concerto pour violon.
Et ce sera le concert de la loge qui est, alors dans la série des ensembles baroques, vraiment un ensemble très, très en vue en ce moment. Là, ils viennent d'ouvrir le festival de Saint-Denis et ils viennent avec les danseurs de Mourad Merzouki qui donc là aussi proposeront une forme qui sera assez spectaculaire, une forme scénique dans l'auditorium avec les danseurs et dans une scénographie de Colline Serrault. Première invitation à la MC2 pour la directrice de la Comédie de Reims, Chloé Dabert, qui a eu la très belle idée de passer commande à une autrice anglaise qui s'appelle Lucy Kirkwood. Donc c'est une jeune autrice qui a une petite trentaine d'années, mais qui a eu envie de raconter une histoire qui se passe en 1759 en Angleterre. Une jeune femme de maison est accusée du meurtre d'une fillette. Elle est condamnée à mort. Pour échapper à la mort, elle dit être enceinte. On convoque un jury de 12 femmes qui doivent être en capacité de dire si oui ou non la jeune femme est enceinte. Donc vous reconnaissez 12 femmes, 12 hommes, c'est d'une certaine manière un scénario inversé par rapport à 12 hommes en colère, mais ça donne un spectacle très fort, très puissant, avec une troupe de comédiennes remarquable. Moi j'ai vu le spectacle au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, la salle était pleine. Alors c'est vrai que le spectacle a été unanimement salué par la critique, c'était plein aussi de jeunes gens, et c'est aussi l'occasion de retenter des fresques, parce que le spectacle dure 2h45, vous savez que après la période Covid, on a été plus frileux sur les spectacles théâtraux un peu plus longs, on va dire. Et là, on a envie de vous dire, là, retrouvons aussi le plaisir du théâtre. Le théâtre, c'est des histoires, c'est aussi des fresques. Et là, vraiment, c'est plaisir garanti de venir découvrir Le Firmament, Chloé Dabert, Lucy Kirkwood. Je vais inviter maintenant Pierre-Henri Frappa, le co-directeur des Détours de Babel, à venir nous parler d'un spectacle qu'on co-invite. Hommage aux artistes ukrainiennes. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir à toutes et tous. Alors là, Pierre-Henri, on a décidé d'être punk ensemble cette année. Oui, on avait très très envie d'accueillir ensemble Ukraine Fire. On parlait d'engagement, de force, d'émotion. Là, on a vraiment tout ça mélangé. Ukraine Fire, pour reprendre les mots d'un journaliste, c'est le feu sous la glace. C'est vraiment ça. C'est avant tout un acte politique porté par les Dark Daughters, qui est cet ensemble de 6 musiciennes qui sont parties d'Ukraine juste après l'invasion, début mars, pour se retrouver en exil en France, et ont continué leur travail de cabaret musical et théâtral qu'elles menaient avec Vlad Trotsky à Kiev depuis une douzaine d'années, mais en étant bien sûr en écho avec leur actualité du moment, et donc bien sûr cette actualité de guerre qui touche leur pays. Alors c'est un acte politique en lien avec l'Arfront, dont elles sont les ambassadrices partout dans le monde, et c'est bien sûr un acte artistique très fort. Elle rencontre un grand succès partout où elle voilà, joue. ça joue à guichet fermé, c'est pareil, standing ovation partout où elle passe, donc on vous invite vraiment à réserver rapidement vos places. Ce sera aussi ta première édition en tant que co-directeur avec Joséphine Grolmoun. Oui, vous êtes merci la nouvelle co-direction. Merci de le signaler Arnaud. Effectivement, c'est la première édition que nous signons pour la programmation, donc avec ma camarade de direction, Joséphine Grolmund. Donc on vous invite vraiment chaleureusement à découvrir ce spectacle, qui est un spectacle qu'on pourrait qualifier de total, puisqu'on navigue entre le cabaret punk et le théâtre musical burlesque, et c'est porté avec brio par 6 musiciennes qui vont piocher dans des textes de Shakespeare, de Bukowski et de poètes ukrainiens, et nous emmener dans une partition musicale qui navigue avec beaucoup de liberté entre les musiques slaves, le rap, le reggae, les rythmes orientaux. Donc c'est vraiment assez incroyable comme expérience artistique. Bon, la MC2 est un partenaire historique des Détours de Babel. On est très heureux de faire les Dark Daughters ensemble. Donc à très vite, et voilà, plein de bonnes choses pour cette première édition. Merci. Bonsoir Pierre-Henri. Alors, on arrive en avril. En avril, on va retrouver une artiste qui a été pour moi un des plus beaux spectacles de la saison dernière. Elle avait travaillé la question de l'euthanasie, ça s'appelait À la vie. Elle a une troupe d'actrices et d'acteurs parmi, je pense, les plus belles troupes de France. Et donc là, elle est venue me trouver en disant, cette fois, j'ai envie de parler des violences sociales. Elle part du fait divers, vous savez, de ce DRH, d'Air France, qui se retrouve avec sa chemise déchirée. Cette photo fait le tour du monde, et à partir de ce fait divers-là, enfin de cette anecdote-là, elle va essayer de travailler la question des violences sociales et de nous emmener vers la douceur. Notre capacité à maintenir une capacité d'écoute et de dialogue, et on voit bien que c'est quand même au cœur de nos préoccupations actuellement. Le spectacle vient tout juste d'être créé, donc on a quelques images du spectacle qui viennent de nous arriver, qu'on partage avec vous. La situation est assez grave, l'entreprise va très mal. Ah bon?
Je pensais que l'entreprise avait encore fait 10% de bénéfices l'année dernière. Soyons très clairs, Antoine, je ne vous propose aucune perspective. Tu as cru quoi là? Qu'on était dans un jeu vidéo ou quoi? Tu n'as vraiment rien à répondre? Je pense que si l'entreprise ne veut pas simplement et dignement me demander de prendre mes clics et mes claques, c'est uniquement et bassement parce que ça lui coûterait plus cher que de me mettre dans un placard à balai. On n'est pas venu pour être violent, on n'est pas venu pour vous manquer de respect. On est venu pour trouver des gens qui puissent nous apporter des réponses. Avoir le sentiment, la sensation d'être prise en considération. Monsieur, est-ce que vous croyez que ça existe, des violences justes? Il a été interprète pour Orfev Schechter. Il est probablement le chorégraphe le plus inventif de sa génération. Il devient artiste associé à la Maison de la Danse de Lyon. Oui, il s'agit de Marco da Silva Ferreira. Effectivement, le nouveau directeur de la Maison de la Danse de Lyon nous a chaudement recommandé ce spectacle qui va aller des danses clubbing aux danses folkloriques. Donc là, on est sur une nouvelle génération qui essaye de s'emparer et de faire communauté. Donc on trouve à la fois des clins d'œil à l'américaine Lucinda Child, on trouve de la dance, de la house, tout le vocabulaire du voguing et le vocabulaire aussi folklorique, avec tout un travail sur les costumes, du noir qui se transforme sur toute une palette de couleurs et évidemment les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire sens ensemble. Alors c'est rare qu'on se lance sur une création pour des spectacles jeunes publics, mais là en l'occurrence la compagnie Stéréoptique, c'est une compagnie qui à chaque fois qu'elle fait une création fait un carton et ensuite il faut 4 ans pour avoir le spectacle une fois que ça a fini de jouer au Japon ou je sais pas quoi. Donc là cette fois-ci on s'est mis sur les rangs d'entrée de jeu, on avait envie de vous les faire découvrir d'entrée de jeu. Il s'agit de Stéréoptique avec Antichambre. Oui, ce sont deux artistes qui ont tout un vocabulaire à leur disposition. On va dire que l'un serait plutôt musicien bruiteur, l'autre serait plutôt dessinateur. Et sous vos yeux, ils vont construire un espèce de ciné-concert. Tous les dessins vont être projetés en direct. Tout le bruitage va aussi se faire en direct. Et avec ce langage-ci, qui sera la craie, le fusain, mais aussi la peinture ou bien le sable, ils vont raconter l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans sa chambre et qui retombe sur une photo de lui enfant tenant un papillon. Et là, c'est à nouveau l'émerveillement et à nouveau l'enfance. Alors, puisqu'on partage des souvenirs d'enfance, moi je me souviens que la première fois où j'ai découvert Amadeus de Miloš Forman, je me souviens de l'émotion que j'ai eue de la scène de la fin où on voit Mozart en train d'écrire le Requiem. Oui, le Requiem, c'est l'une des œuvres les plus connues de la musique classique, mais c'est aussi une œuvre assez fascinante parce qu'elle recèle un mystère, et ce mystère, il vient du fait que Mozart a commencé à l'écrire 4 ans avant sa mort, à un moment donné où il avait beaucoup de commandes, il devait écrire la flûte enchantée, il avait beaucoup de travail, et il avait laissé de côté le Requiem. Et un jour, il s'est quand même dit qu'il fallait qu'il finisse le Requiem, et en fait, en le finissant, il est mort, et donc c'est une œuvre inachevée, c'est donc l'aboutissement de sa musique, mais c'est aussi quelque chose un peu de mystérieux. Et là, alors, c'est une version pour ensemble et chœur. L'ensemble, c'est pas n'importe quel ensemble, parce que c'est quand même les siècles, et le chœur, c'est le chœur de Radio France, donc je vous invite à venir découvrir cette version de Requiem de Mozart. Les concerts du dimanche, c'est aussi de temps en temps l'occasion de faire des concerts un peu pédagogiques. Et donc Didier Puntos, qui est enseignant et qui est une sorte de grand échalas avec les cheveux frisés, des petites lunettes, une sorte de savant fou de la musique, eh bien, nous propose de faire découvrir la clarinette. Oui, alors lui, il est pianiste, mais il vient avec son comparse de toujours qui s'appelle Michel Vespal. Et leur idée, c'est de faire découvrir l'histoire de la musique à travers cet instrument qu'est la clarinette. Alors ils ont appelé ça « Quand la clarinette sort du bois ». C'est une façon assez humoristique de parler de cet instrument parce que c'est souvent un instrument qui est caché dans les masses de l'orchestre. On le voit très rarement en musique de chambre. Et là, ce sera l'instrument star. Et donc du coup, ils revisiteront vraiment toute l'histoire de la musique avec du Brahms, je crois, du Schumann, du Poulenc, dans l'idée de nous emmener dans des œuvres qui sont parfois méconnues, mais vraiment somptueuses. Alors avec Pierre-Henri, on a parlé du soutien aux artistes ukrainiennes. Il n'y a pas que les artistes ukrainiennes qui ont dû fuir leur pays, il y a aussi des artistes russes. Parmi ces artistes russes, il y a Tatiana Frolova. Tatiana Frolova est actuellement en exil avec sa troupe du théâtre CNAM. Elle est actuellement hébergée notamment au théâtre des Célestins à Lyon. C'est une artiste qui a, on pourrait dire, une sorte de théâtre documentaire. Elle va travailler à partir de témoignages, à partir d'objets, à partir d'histoires. Et évidemment, ce spectacle va raconter l'histoire de leur exil, se dire pourquoi est-ce que pendant la guerre en Tchétchénie, celle de Géorgie, l'annexion de la Crimée, elles sont toujours coûte que coûte restées avec leur théâtre, avec leurs troupes en Russie. Et pourquoi cette fois-ci, avec l'invasion de l'Ukraine, ce n'était plus possible, pourquoi il fallait sauver sa peau. C'est une artiste
puissante, étonnante. Si vous n'avez jamais vu le travail de Tatiana Frolova, il faut vraiment courir à découvrir Nous ne sommes plus. Ça sera probablement un des moments les plus émouvants de la saison prochaine. Alors ça n'a rien à voir en termes de registre, mais si vous avez vu Emma Dante par exemple, l'émotion, la puissance d'Emma Dante, Tatiana Frolova dans un registre tout à fait différent, mais a une capacité à nous embarquer, à nous émouvoir et à essayer de nous faire comprendre en quoi Poutine est en train de changer complètement l'âme de la Russie. La MC2 est positionnée depuis maintenant plusieurs saisons sur la question des arts numériques. Vous avez pu voir cette saison un spectacle avec un casque VR par exemple. La saison prochaine, on vous propose un spectacle avec des lunettes en réalité augmentée, Isabelle. Absolument, donc il s'agit d'une réflexion à la fois collective, à la fois sur comment créer un monde meilleur, mais aussi une réflexion sur la technologie, puisque cette pièce de théâtre, vous la verrez avec des lunettes augmentées qui vont vous permettre de voir passer d'autres objets, d'autres effets visuels que la scénographie ou que l'histoire que vous avez sous les yeux. Donc ce sont 3 personnages qui s'interrogent sur comment faire un monde meilleur. Et donc c'est une histoire de germination d'idées, comment poser des germes sur la réflexion. Est-ce qu'on est plus transhumanisme? Est-ce qu'on partage mieux les ressources? Est-ce qu'on se rapproche du vivant? Et vous aurez la possibilité de voter avec les pouces. Une autre très belle invitation internationale en musique, Emmanuel. Oui, alors là, cette fois, on accueille les solistes du Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam, qui est l'un des plus grands orchestres du monde. Ils viennent avec Mia Persson, que vous voyez chanter là, qui est une chanteuse lyrique, une soprano, pour interpréter ce qui est certainement le testament de Strauss. C'est sa dernière œuvre, c'est les 4 derniers leaders. Les 4 derniers leaders, c'est une œuvre assez incroyable, parce qu'elle est pleine de vie. Elle est très puissante et en même temps elle est terriblement nostalgique, c'est sa dernière œuvre et Strauss se retourne sur sa vie, c'est une page de l'histoire qui se tourne, on est après-guerre, donc vous imaginez ce que lui il a traversé pendant sa vie et c'est aussi une œuvre qui donne des frissons, qui est terriblement émouvante. Alors d'Amsterdam à la Flandre, il n'y a qu'un pas et il y a un très grand metteur en scène à la renommée internationale qui n'était jamais venu à la MC2, il s'agit d'Ivo Van Hove, qui vient de créer là, il y a quelques jours, au Printemps des Comédiens, cette revisite de 2 pièces de Bergman, Après la répétition et Persona, avec 2 acteurs français, l'actrice Emmanuelle Berco et l'acteur Charles Berling. Après la répétition et Persona, c'est 2 pièces en miroir qui traitent la question du théâtre. Après la répétition, c'est plutôt les affres du metteur en scène, ses obsessions, sa solitude, son impuissance parfois. Quand Persona, c'est plutôt les questionnements de la comédienne, sa capacité à son engagement dans son art, son rapport aussi au metteur en scène. C'est toujours des scénographies à couper le souffle aussi, Ivo Van Hove, et toujours des spectacles très marquants. Peut-être une partie d'entre vous avait vu les damnés qu'il avait mis en scène avec la troupe de la Comédie Française dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon. On est très heureux. Le spectacle vient tout juste d'être créé. Et donc, on l'aura au mois d'avril à la MC2. On arrive maintenant tranquillement mais sûrement à la fin de saison et là on va trouver un trio qui vient d'enregistrer dans notre studio il y a très peu de temps. Le trio Sora, c'est un trio de musique de chambre, donc violon, violoncelle, piano, qui est très en vue en ce moment. Là, elles sont en train d'enregistrer leur 2e album, donc c'est un album qui est entièrement consacré à Brahms, qu'elles enregistrent dans nos murs et elles vont revenir l'année prochaine pour présenter leur disque en avant-première. Alors c'est un disque qui est consacré à la fois à Brahms, dont le premier trio c'est sur la forêt noire, donc c'est vraiment un trio très sombre, très terrestre, et à Haydn, en l'occurrence, qui sera dans le concert. Haydn, c'est beaucoup plus aérien, c'est beaucoup plus léger, donc là on pourra tranquillement regarder le ciel avec le trio Sora. Un artiste facétieux, étonnant, inattendu, qui nous a fait hurler de rire au Festival d'Avignon avec un spectacle jeune public. Oui, et c'est Igor Mijinski qui effectivement a une palette de savoir-faire qu'il expose dans le spectacle. On passe à la fois sur du théâtre d'objets, du théâtre d'ombre, du dessin, enfin vraiment une palette assez exceptionnelle. Ce qu'on a aimé aussi avec Arnaud, c'est de pouvoir vous proposer avec cette saison jeune public le fait qu'on s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants et probablement que cette revisite du fameux conte des frères Grimm en est l'exemple absolument parfait, puisque ce Gretel, Hansel et les autres commence par une histoire racontée aux adultes pour leur rappeler qu'ils ont été enfants et continuer à s'adresser aux enfants d'aujourd'hui. Il faut encore continuer à raconter des histoires et il parle lui-même de ce spectacle. C'est le tout début du spectacle, donc on découvre son univers. Moi, dans mon histoire, le papa, il est riche, ok ? Et non seulement le papa, il est riche, mais en plus, c'est un thriller psychologique.
Ça veut dire qu'il va y avoir un policier et que ça va te faire réfléchir sur ta condition de petite fille de 8 ans dans notre société à l'heure actuelle. Ok? Pourquoi ne sont-ils pas rentrés alors qu'on leur a ordonné? Ils se sont peut-être fait manger. Par qui? Un monstre dans la forêt. Mais ils sont maigres, même un monstre affamé n'en voudrait pas. Qu'est-ce que tu as remarqué? Ils ramassaient depuis quelques jours des cailloux blancs. Alors, du spectaculaire, du waouh, de l'émotion aussi avec des Guinéens cette fois-ci. Oui, avec Yellow. La saison dernière, vous aviez adoré et plébiscité les Australiens qui étaient venus avec Backbone, qui faisaient des pyramides humaines assez incroyables. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver un spectacle tout à fait aussi fort. Donc là, ce sont 13 jeunes qui sont des enfants des rues, qui viennent effectivement de Guinée, qui ont été formés à l'art de l'acrobatie par les plus grands professionnels. Donc vous voyez leur dextérité, évidemment, ils sont très en forme et ils vont défendre aussi, il y a un message à travers toute cette physicalité, c'est de défendre cette ressource qui est l'eau. Alors on a parlé tout à l'heure de la nouvelle direction du Centre chorégraphique national de Grenoble. On ne pouvait pas faire une belle saison sans inviter son fondateur, que vous appréciez toutes et tous, donc avec Jean-Claude Galota, que j'invite à me rejoindre. Voilà. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir, merci. On commence à avoir un numéro très au point, ça fait 3 fois de suite qu'on présente la saison. Alors on a eu envie de présenter les 2 œuvres en diptyque. Alors puisqu'on parle Jeux Olympiques, donc Ulysse, tu l'as joué en 1984 aux Jeux Olympiques de Los Angeles, c'était hier ça. Et oui, voilà, et c'est une émotion parce que Ulysse, il est né ici, sur ce plateau, dans les années 80. Donc voilà, c'est le retour d'Ulysse, voilà. Oui, très bien. Et du coup, on va le présenter en diptyque avec ta toute dernière création qu'on a présentée cette saison, qui a été un succès, d'où cette idée de reprendre le spectacle et de le montrer en diptyque face à Ulysse. Il s'agit cette fois de Pénélope. Et oui, Pénélope, le miroir d'Ulysse, tout en noir, sur la femme, le féminin, voilà. Et je suis très heureux de présenter ces 2 spectacles à la suite. C'est la première fois, c'est la première fois, oui. C'est formidable. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions sur le fait de découvrir Pénélope et du coup, ça va être l'occasion pour moi de découvrir Ulysse parce que je l'avoue, moi, je n'ai jamais vu Ulysse. Donc ça, c'est l'occasion justement de faire le voyage en diptyque et l'occasion aussi de te rendre hommage, Jean-Claude, puisque tu es aussi un des anciens directeurs de cette maison. Eh oui. Et alors, j'aimerais en profiter pour parler d'amour, puisque c'est Ulysse et Pénélope, le retour, l'amour. L'amour, c'est mon moteur, c'est mon antipoison contre la violence du monde. Et j'aime vous, le public est toujours là, fidèle. J'aime cette maison que je connais bien, son personnel. J'aime tous les gens qui défendent le spectacle vivant parce qu'il est en péril. J'aime donner ma danse aux déshérités, aux pauvres. En ce moment, je le donne aux malades. Je suis dans un hôpital et je donne ma danse à tout le personnel et aux malades pour leur donner de l'énergie. Et je dirais pour finir que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants, beaucoup de réseaux sociaux nous fabriquent des petites prisons et que nous, dans le spectacle vivant, on fabrique du rêve et surtout des grands espaces de liberté. Voilà. Merci. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Moi, je redis publiquement mon plaisir et ma fierté de t'avoir toujours à nos côtés. Alors Emmanuel, cette fois, tu nous emmènes en Sicile. Oui, avec la Capella Mediterranea, qui est un ensemble baroque qui est maintenant très très connu en Europe. Ils jouent partout, mais étonnamment, ils sont basés en région. Ils n'étaient jamais venus ici. Mais ils viennent en nous faisant voyager, puisqu'ils nous emmènent effectivement en Sicile. Alors, la Capella Mediterranea, comme son nom l'indique, c'est un ensemble spécialiste des musiques méditerranéennes. C'est un ensemble qui pratique le métissage entre toutes ces traditions musicales méditerranéennes qui sont d'une grande richesse et qui ont donné naissance à la musique baroque. Donc, c'est vraiment leur répertoire. Et vous voyez que, sur les images que c'est aussi un concert qui est mis en scène et qui donc du coup prendra tout l'espace de l'auditorium. Alors, un spectacle qui a été multiprimé, un duo maintenant qui
connu du grand public, mais je crois que c'est la première fois aussi à l'AMC, j'ai pas vérifié. En tout cas, c'est le duo de Christian Eck et de Valérie Lessort, Christian sociétaire de la Comédie Française, avec un tube 20 milieux sous les mers. Ah oui, un tube. Alors pour le coup, je vais faire court parce que je crois que là, ce monument de la littérature se regarde effectivement dans les prix qu'ils ont eus. Il y a celui de la meilleure création visuelle, c'était au Molière il y a quelques années, et le prix de la critique qui est un prix très très important dans le spectacle vivant. On y retrouve tous les personnages évidemment de Jules Verne, on retrouve le Nautilus, le capitaine Nemo, et puis on a toute une partition qui est à la fois théâtrale et marionnettique. Voilà, donc c'est un vrai voyage pour finir la saison théâtrale. Comment transformer la salle Georges Lavotan en aquarium géant. Alors, 4 grands noms du jazz qu'on était plutôt habitués à voir en duo, Emmanuel. Oui, alors 2 duos, Balaké Sissoko qui est joueur de kora, Vincent Segal, violoncelle, là vous les avez déjà vus ici à la MC2, Parisien Periani, donc au saxophone et à l'accordéon. Ils se connaissent que depuis 2021 et en 2021 au Nuit de Fourvière, ils se sont dit on va essayer de jouer ensemble sous format quatuor, donc c'est la première fois qu'ils viennent ensemble. Ils ont tout de suite trouvé une forme d'osmose entre eux. Et donc évidemment ils croisent les musiques du monde, le jazz, un peu d'influence de la musique classique, et c'est une soirée qui est très émouvante, très douce, qui nous emmène à traverser vraiment toute la diversité de la musique d'aujourd'hui. Le dernier concert du dimanche, Emmanuel va nous faire retrouver un quatuor qui a un succès dingue à chaque fois qu'on le programme ici. Il s'agit du quatuor Debussy. Oui, ils viennent tous les ans et à chaque fois ils ont un succès incroyable, c'est vrai. Ils nous font voyager. Alors les concerts du dimanche, c'est des voyages dans des mondes réels, mais c'est aussi des voyages dans des mondes imaginaires. Et donc là, avec le quatuor Debussy, on va voyager dans l'univers musical de Miyazaki. Donc vous connaissez les films d'animation qui seraient évidemment, qui n'auraient rien à voir sans la musique qui les irrigue et qui est très connue notamment en France et au Japon, mais qui a été adapté pour format quatuor. Donc là, le quatuor Debussy s'en empare et il va nous faire découvrir ce monde merveilleux. Eh bien, je crois qu'on est en train de tenir notre pari, d'être à moins de 2 heures pour présenter toute la saison. C'est quand même l'occasion de se dire quelques mots sur la MC2 en fait, puisque Gisèle Vienne vous l'a dit, elle ouvre son travail, Mélissa Zenner aussi. Il va y avoir un concert gratuit sur le Jardin des Dragons et des Coquelicots, un concert de musique électronique le 22 juin. Adama Diop, qui est artiste associé, vient présenter ses filleuls de l'école de la commune Saint-Etienne, ça s'appelle Bunker, et c'est Baptiste Amann. Tout ça, c'est gratuit. C'est donc aussi l'occasion de faire découvrir la MC2 à vos amis, à vos voisins, à la famille. On sait que vous êtes nos premières ambassadrices et nos premiers ambassadeurs, et de tout ça, on voulait vous remercier ce soir. Et puisque je commence les remerciements, on va évidemment remercier nos financeurs publics, le ministère de la Culture, Grenoble-Alpes Métropole, le département de l'Isère, et y compris la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont nous aimerions avoir quelques nouvelles. Nous avons des financeurs publics, nous avons aussi la chance d'avoir des financeurs privés, c'est le club IDEO. Ce sont donc des mécènes, on est en train de complètement essayer de revisiter ce club de mécènes, de l'ouvrir, de trouver de nouveaux partenaires. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas, on peut vous renseigner, l'équipe de relations publiques, nous sommes là pour vous renseigner, pour savoir comment ça peut fonctionner et à quel endroit vous pouvez nous rejoindre pour nous soutenir. Par ailleurs, la maison développe beaucoup de projets, on vous en a parlé, autour de l'olympisme, autour du Brésil. On a un très beau programme qui soutient des jeunes artistes brésiliens et français. Ça s'appelle Cruzamentos avec le Théâtre National de Chaillot et la Funarte au Brésil. Le British Council va nous soutenir dans notre travail autour de la jeunesse et du handicap. La Caisse des dépôts et consignations vient de nous rendre lauréat du plan d'investissement d'avenir. Ça, c'est autour du numérique et du digital. Bref, la maison développe des projets et on est très heureux et merci à ses partenaires de nous aider à les développer. Et évidemment, pour finir cette présentation de saison, eh bien, on va remercier nos 2 musiciens, nos 2 comédiens musiciens, voilà, Marco Michelangelo et Gabriel F. On va remercier Jeanne Delalu qui a préparé toutes les vidéos, toutes les photos pour faire que cette saison soit vivante. Et c'est évidemment pour moi l'occasion de remercier toute l'équipe de la MC2. Et l'équipe de la MC2, c'est à la fois l'équipe permanente, bien sûr, qui au quotidien se défonce, si j'ose dire, pour que cette maison puisse vivre. On peut les remercier. Mais aussi l'équipe intermittente, sans qui nous ne pourrions pas fonctionner. Aussi l'équipe du PC de sécurité. Je remercie Karim et ses équipes. Et les équipes d'entretien qui permettent aussi d'entretenir le bâtiment. Et évidemment, les artistes, notamment celles et ceux qui sont venus ce soir pour vous parler de leur création. Et vous, public, êtes toujours aussi présents.
On va maintenant vous inviter à rejoindre le Verre de l'Amitié. Je crois qu'il y a une dernière petite chanson pour vous accompagner en sortie. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus nombreux ce soir. Très belle saison 2023-2024. Et on va pouvoir vous retrouver ensuite à la cantine. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil. Ai, essas fontes murmurantes, olha onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro.